OK, fait qu'on va pouvoir commencer en fait. Là, c'est ça, il y en a qui étaient sûrement pas là tantôt, vous étiez en pause. Fait qu'il y a eu un petit malentendu, là, désolé pour mon retard de 45 minutes. Mais la matière d'aujourd'hui, c'est ça, on a juste 2 PowerPoints au lieu de 4. Le premier, vous allez voir, c'est Introduction à la météo. Fait qu'on commence météo. C'est quand même un gros PowerPoint, mais on en a juste 2. Fait qu'on devrait finir quand même, là, on va pas dépasser. Fait qu'inquiétez-vous pas, on a commencé plus tard, mais on va quand même finir à l'heure qu'on était censé finir. Fait que je vais commencer tout de suite. S'il y a des questions, attendez, je vais partager mon écran. S'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main. Puis si jamais je vous réponds pas, c'est sûrement que j'ai pas vu votre main. Fait que vous me direz. Faites juste ouvrir votre caméra puis me dire votre question. Fait que faut juste que je partage. Mon ordi bug un peu. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer qu'on voit mon écran, s'il vous plaît? Oui, oui, on le voit très bien. Oui, on voit. Yes, merci. Super. Donc, pas long, là, il est vraiment lent aujourd'hui. OK, good. Fait que, introduction à la météo. Fait que pour ceux qui me connaissent pas, là, mon nom c'est Instar Sylvie Jacques. Mon nom n'est pas écrit, mais je suis un star de vol là, pendant l'été sur le cours de planeur. Fait que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je devrais être capable de vous répondre. Good. Fait qu'aujourd'hui, là, ce qu'on va voir dans la première PowerPoint, vous pouvez voir, c'est quand même beaucoup de choses. Fait qu'on va voir toutes les compositions de l'atmosphère. Fait que toutes les couches et tout. Qu'est-ce que l'atmosphère? Les échelles différentes de température, les propriétés de l'atmosphère et les normes de l'OACI, qu'on va voir tantôt aussi, la pression atmosphérique, les précipitations, l'humidité et le chauffage, le réchauffement et le refroidissement de l'atmosphère. Ça change pas. OK, good. Fait que, premièrement, les couches de l'atmosphère, là, fait que ça, c'est un petit schéma. Là, on va tout de suite passer au texte, ça va être mieux. Fait que la première couche, OK, dans le fond, l'atmosphère, là, quand on parle d'atmosphère, c'est tout ce qui englobe la Terre. Fait que il y a plusieurs couches. Fait qu'on voit, là, il y a troposphère, stratosphère, mésosphère. Fait que ça, c'est, mettons, la troposphère, c'est elle qui est la plus proche de nous. Fait que c'est la première couche. Dans la troposphère, c'est là que commence la surface de la Terre. Fait que quand nous, on parle qu'on est dans la troposphère, dans le fond. Elle va aller jusqu'à 28 000 pieds au pôle, puis 54 000 pieds à l'équateur. Fait que dans le fond, si vous comprenez, là, elle va être beaucoup plus mince au pôle qu'à l'équateur. Puis c'est la partie la plus dense de l'atmosphère. La température, la pression et la densité diminuent rapidement avec l'altitude. Fait que ça, comme on sait, vous le savez probablement déjà un peu, plus on monte, plus il fait froid, moins la pression est haute, moins la densité est haute. Donc ça, c'est vraiment, ici, nous, on va tout le temps être dans la troposphère. Puis presque tous les phénomènes météorologiques se produisent dans cette couche. Ça, c'est super important de le savoir, là, ça arrive quand même souvent à l'examen. Fait que faut que vous sachiez que les phénomènes météo sont pas mal tous dans la troposphère. Fait que les nuages là, sont encore dans notre troposphère parce que ça va à 54 000 pieds au pôle. Ensuite, la stratosphère. Fait que ça, c'est la deuxième couche. Ça commence juste au-dessus de la troposphère, puis elle va aller jusqu'à 50 000 pieds comme en haut de la troposphère. Puis, une chose super importante à savoir pour la stratosphère, c'est que la couche d'ozone, elle se situe dans la stratosphère. Fait que s'il y a un truc à mémoriser de la stratosphère, c'est qu'il y a la couche d'ozone, puis la troposphère, c'est que les phénomènes météorologiques sont dans celle-là. Ensuite, l'autre juste en haut de la stratosphère, c'est la mésosphère. Fait que la mésosphère, elle va aller jusqu'à 275 000 pieds. Fait que c'est vraiment une grosse couche. C'est là que les météores brûlent, OK? Fait que quand que vous voyez, mettons, tu sais, quand on parle d'une météorite, là, c'est genre une affaire en feu, là, c'est dans cette couche-là qu'elle est en feu. La diminution rapide de la température jusqu'à 100 degrés. Moins 100 degrés. Fait que là, on parle que. Il n'était pas écrit, en fait, dans. Oups. Il n'était pas écrit dans la stratosphère, mais dans la stratosphère, la température, elle va recommencer à monter. Fait que nous, mettons, dans la troposphère, plus on monte, plus ça devient froid. Après ça, quand on arrive dans la stratosphère, là, c'est l'inverse. Plus on monte, plus ça devient chaud. Et là, dans la mésosphère, là, ça recommence à redescendre. Fait que plus on monte, plus ça devient froid. La thermosphère, elle commence juste au-dessus de la mésosphère et s'étend jusqu'à, je ne me souviens plus du chiffre exact, 500 km d'altitude. Fait que là, c'est en kilomètres ici. Je ne sais pas pourquoi les autres, c'est en pieds, c'est en kilomètres. Puis les aurores et les satellites sont dans cette couche-là. Et finalement, la dernière, c'est l'exosphère. Fait que ça, c'est la limite
de notre atmosphère, là. Fait qu'est-ce que c'est dans l'atmosphère? Est-ce que ça l'est pas? Il y en a que des fois ils disent oui, il y en a qui disent non. Mais ça, c'est vraiment comme ça commence à être dans l'espace, l'exosphère. Fait qu'en s'étend du sommet de la thermosphère à jusqu'à l'espace, dans le fond. Et un truc qui n'est pas écrit aussi, qui peut être important, là, qu'on voit des fois dans les questions, c'est que toutes les tops, fait que dans le fond, toutes les hauts de chacune des couches, ça va être le nom de la couche avec pause. Fait que mettons la tropopause, la stratopause, mésopause, thermopause. OK? Fait que ça, c'est quand même. Il n'est pas écrit, là, mais c'est quand même à savoir. Fait que si je vais faire un petit recap ici, là, on va retourner voir l'image début. Fait que là, vous avez la troposphère dans laquelle tous les phénomènes météorologiques, ben, la majorité. Ensuite, la stratosphère, ça, c'est la couche d'ozone. Ici, on a la mésosphère, puis la thermosphère. OK, non, c'est ça, ouais, c'est ça, la thermosphère, puis l'ionosphère, l'exosphère. Et l'ionosphère, ça, il n'était pas écrit, là, mais c'est là que c'était vraiment comme condensé en ion, puis c'est là que les rayons vont être réfléchis. Mais pas écrit, là, fait que. Oui, il y a une main levée, c'est Morera, je pense. Je sais pas si vous parlez, mais je vous entends pas. Allô, y a-t-il une question ou non? OK, ben je vais poursuivre, là, si jamais il y a quelque chose, vous me couperez. Il y a quelqu'un qui lève la main. Oui, est-ce que vous Ouais, pourriez juste revenir sur, la diapo d'avant, s'il vous plaît? celle-là avec les... La mésosphère. Oui, celle-là? Merci. Vous me direz quand vous serez prêt à ce que je change, là. Est-ce que c'était bon pour... Sinon, là, les PowerPoint, on vous les partage après, là. Fait que si vous vouliez prendre plus de notes, là, qu'on puisse un peu avancer, là. Vous pouvez avancer, c'est correct. OK, ça. Maintenant, les... Morera, est-ce que vous aviez encore une question ou... Parce que je vous entends pas quand vous parlez. Je sais pas si je suis la seule, là. Au pire, écrivez-le dans le chat. Puis, parce que j'arrive vraiment pas. Je sais pas si vous parlez, mais j'entends pas, là. OK. Fait qu'on va poursuivre, là. Si jamais la question elle sort, je vais la répondre, là. Fait que, la composition de l'atmosphère. Fait que ça, je sais pas si vous avez déjà vu ça en sciences, là. L'atmosphère, c'est un mélange de plein de gaz. OK? Fait que quand on parle de l'air, là, qu'on respire, c'est un mélange de gaz. Dans cette air-là, la majorité, c'est de l'azote. OK? Fait que c'est 78% d'azote, 21% d'oxygène, c'est ce qu'on utilise pour respirer. Et le 1%, c'est d'autres gaz. OK? Fait que c'est juste 1% que c'est d'autres gaz, dont la vapeur d'eau. Par contre, la vapeur d'eau, même si c'est moins que 1%, c'est vraiment important de savoir que c'est la composante la plus importante d'un point de vue météorologique. Ça, c'est une question qui revient souvent dans les examens, OK? Fait que important à savoir. Le plus important en météo, c'est la vapeur d'eau. Même si c'est juste un moins que 1%. Good. Fait que les échelles de température maintenant. Fait que quand on parle de température, on va souvent parler du degré Celsius. Fait que c'est au Canada, mais partout ailleurs aussi. Fait que c'est important de savoir l'eau à bout à 100 degrés. Elle va congeler à 0 degré Celsius. Il y a aussi le degré Fahrenheit. Là, je ne sais pas si ça va en parler dans ces trucs-là, mais c'est une autre unité. Mais au Canada, c'est vraiment le degré Celsius qu'on va utiliser. Bon, ça ne parle pas du Fahrenheit. Fait que c'est ça. Maintenant, les changements de température horizontale, OK? Fait que quand on parle horizontal, c'est... attendez un peu, là. Ben, c'est comme à l'horizontale sur la Terre, là, fait qu'elle s'étend comme partout autour de la Terre. Premièrement, la variation diurne. Fait que diurne, c'est pour journée. Fait que c'est la variation de température au courant de la journée. Fait que pendant le jour, on a le soleil qui réchauffe la Terre, donc il fait plus chaud le jour. Et la nuit, le rayonnement, dans le fond, il n'y a plus de soleil. Fait que là, il va y avoir le rayonnement terrestre qu'on va voir plus tard, qui va refroidir la Terre. Fait que là, c'est là que ça dit que le jour, il fait plus chaud que la nuit généralement. Hop, ça arrête pas d'avancer. OK. Ensuite, la variation saisonnière, ça dit encore dans le mot, c'est selon les saisons. Fait que c'est l'axe de la Terre, là. Vous avez probablement vu ça aussi, c'est comment le soleil est placé avec la Terre, dépendamment des saisons. Fait que là, ça va changer que l'hiver fait plus froid, l'été plus chaud et tout ça. Fait que ça, c'est la variation saisonnière. Puis la variation diurne, c'est
comment la température change en dedans d'une seule journée. Quand on parle de latitude, ça, vous l'avez sûrement, je ne sais pas si vous avez encore déjà vu Nav, là, mais la latitude, c'est, mettons, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, fait que c'est à quel point vous êtes haut ou bas sur la Terre, comme à ce niveau-là. Fait que plus on est proche de l'équateur, donc il y a une latitude de 0 ici, plus le soleil va frapper directement. On voit là, le rayon, la ligne entre le rayon, genre le soleil et la Terre est vraiment plus courte, fait que le rayon est beaucoup plus direct que si on est au pôle ou que le rayon est beaucoup plus loin, donc ça réchauffe moins. Fait que ça, la latitude, dépendamment on est où, il va faire plus chaud, plus froid. Fait que c'est pour ça que quand on va dans le sud, quand on se rapproche de l'équateur, il fait plus chaud. Si on allait dans le sud jusqu'à aller ou proche du pôle, là, il commencera à faire plus froid. Good! Euh, Maintenant, la topographie, OK? Fait que quand on parle de topographie, c'est qu'est-ce qu'il y a au sol, OK? C'est pas ma... Oh, voyons. Je rush vraiment avec le PowerPoint. OK, good. Fait que, par exemple, là, important de savoir que l'eau va se refroidir ou se réchauffer vraiment plus lentement que la terre. Fait que tout ce qui est humide va se refroidir ou se réchauffer plus rapidement, plus lentement, désolé. Fait que si on parle d'un sol humide, mettons là, ça dit un marais, ça va comporter plus d'eau, fait que ça va être plus long à se refroidir ou se réchauffer. Les surfaces enneigées, fait que là, ça va être, tu sais, c'est blanc, fait que ça va renvoyer les rayons solaires plus vite, fait que ça va refléter. Oups, c'est moi la fin. Aussi, quand on parle de la végétation dense, là, c'est comme les grosses forêts, là, c'est pas ça, les forêts et tout. Ça va absorber les rayons, fait que ça empêche la perte de chaleur de la Terre, OK? Fait que si, mettons, c'est un sol blanc, un sol comme super clair, là, les rayons vont être renvoyés comme, pas dans l'espace, dans la Terre, dans l'atmosphère. Mais quand c'est de la végétation plus dense, là, c'est comme un isolant. Fait qu'il n'y a pas de perte de chaleur de la Terre. La plus grande variation horizontale de température se produit à des surfaces arides et dénudées comme le désert et les plaines rocheuses. Fait que, comme je disais, là, les affaires plus claires un peu. Fait que plus les plaines et tout. Ensuite, les nuages. Fait que la couche nuageuse va bloquer un peu une quantité des rayons solaires. Fait que les rayons, ils vont frapper sur la Terre, mais quand il y a beaucoup de nuages, ça va empêcher, tu sais, quand il fait nuageux, on a moins de soleil, donc c'est un peu moins chaud. C'est vraiment ça le principe, dans le fond. Puis la nuit, les nuages capturent des rayonnements terrestres et les renvoient vers la Terre. Fait que c'est pour ça que même quand il ne fait pas soleil, on a quand même une certaine chaleur, là. Donc, c'est causé par ça. Maintenant, les propriétés de l'atmosphère. Ça, c'est super important. L'atmosphère a 3 propriétés qu'on doit connaître. La première, c'est la mobilité. Fait que la mobilité, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité de l'air à se déplacer. Fait que, tu sais, si, mettons, moi, je marche dans l'air, l'air, elle se tasse pour que moi, je passe, dans le fond. Elle passe pas au travers de nous. Ça, c'est vraiment la mobilité. Fait que, peu importe, elle est vraiment, tu sais, c'est plus mobile que de l'eau, là. Ça dit un peu comme l'eau, mais l'air, c'est encore plus mobile. Fait que, peu importe qu'est-ce qu'on va faire dans l'air, elle va se tasser pour que nous, on passe. Fait que c'est mobile. Ensuite, la compression. Fait que l'air, elle peut se comprimer lorsqu'il descend à une pression plus élevée. Fait qu'on peut prendre un certain volume d'air puis le compresser pour qu'il prenne moins d'espace. Et à l'inverse, l'air peut aussi prendre de l'expansion. Fait que quand elle monte en altitude, l'air va prendre de l'expansion. Fait que là, c'est ça que ça dit. À mesure qu'il s'élève dans des zones de basse pression, le refroidissement condense la vapeur d'eau dans l'air, formant ainsi des nuages. Fait que ouais, ça, on va en parler un peu plus tard, de la formation des nuages. Puis là, c'est écrit ici en gras, fait que c'est important, I guess. C'est le point de vue météorologique, c'est la propriété la plus importante de l'air, OK? Fait que les 3 propriétés, honnêtement, il faut les savoir. Là, il y en a juste 3 de toute façon. Fait que mobilité, compression et expansion, mais la plus importante, c'est l'expansion. Puis ça, vous allez voir, on va en reparler de plus en plus, là, comment sont formés les nuages et tout, ça dépend tout de l'expansion un peu. Good. Maintenant, l'atmosphère type de l'OACI. Qu'est-ce que c'est ça? C'est que l'OACI, c'est l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Et eux, ils ont comme basé une genre de, pas une moyenne nécessairement, mais une atmosphère type. Fait qu'il y a certaines données qui vont se baser sur ça. Fait que ça, c'est vraiment important de le savoir. Fait que ça, ouais, dans le fond, c'est basé sur ici, là, au niveau de la mer en Amérique du Nord. Fait que
Les points. Le premier, c'est la pression. La pression, c'est 29,92 pouces de mercure. Fait que la pression atmosphérique, on n'en a pas encore parlé, là, on va en parler plus tard, mais il faut savoir que selon l'OACI, c'est super important, c'est 29,92 pouces de mercure ou 1013,25 hectopascal. On va aussi entendre souvent 101,3 kilopascal parce que de kilo à hecto, c'est une différence de 10. Là. Fait que ça, c'est la pression. Ensuite, la température au niveau de la mer. Fait que quand vous voyez NMM, c'est niveau de la mer, c'est de 15 degrés Celsius. Un autre affaire, c'est que selon l'OACI, l'air est un gaz parfaitement sec. C'est complètement faux, OK? L'air n'est pas un gaz parfaitement sec. Mais pour certains calculs, comme et tout, de l'OACI, on va utiliser ça. Fait qu'on va se dire qu'il n'y a pas d'humidité. Et finalement, le gradient thermique vertical était 1,98 degrés Celsius par 1000 pieds. Fait que qu'est-ce que ça veut dire, là? C'est que à chaque fois qu'on monte de 1000 pieds, il y a moins 1,98 degrés Celsius. Fait que pour les calculs, on va toujours utiliser 2. Fait que, mettons, ici, en ce moment, on va dire qu'il fait moins 4. À 1000 pieds plus haut, il ferait moins 6. Fait qu'est-ce que c'est clair pour ça? Je n'ai pas de réponse, je vais prendre ça pour un oui, là. Fait que les 4 affaires à savoir, c'est vraiment la pression 29,92, la température au niveau de la mer 15 degrés Celsius, le gaz parfaitement sec et moins 1,18 degrés Celsius par 1000 pieds. Good! Maintenant, la densité et la température. Fait que la densité, là, quand on parle de densité, c'est la masse par unité de volume. Fait que, mettons, la densité de l'air, c'est à quel point il y a de particules d'air, comme à quel point ils sont rapprochés, on va dire que c'est plus dense. L'air froid, il faut vraiment savoir que l'air froid est plus dense. Un petit truc, là, tu sais, des pingouins là, dans le nord, là, quand ils ont froid, ils vont tous se coller ensemble. Fait que plus il fait froid, plus les molécules, ils vont se coller ensemble, ils vont tous se regrouper, puis ils vont moins se déplacer vite. Fait que ça dit une poche d'air plus lourde qui a tendance à s'enfoncer. Fait que ça veut dire que dans l'atmosphère, si l'air est plus dense, ça va vouloir descendre vers le bas. Elle est plus lourde, fait qu'elle descend. L'air chaud, au contraire, les molécules, quand tu as chaud, ça ne te tente pas que des gens te collent. Là. Tu veux avoir de la place, fait qu'ils sont plus espacés, ils vont se déplacer plus rapidement. Fait que là, vu qu'ils courent plus vite, ben, ils vont plus vite, ils ont plus chaud. Fait que là, l'air chaud, c'est plus léger, donc ça monte. Fait que dans l'atmosphère, une poche d'air chaud va monter. Fait que là, c'est ça qui est écrit, tend à remonter. Fait que l'air froid, c'est dense, l'air chaud, c'est moins dense. Ça, c'est important aussi. Vous allez voir, là, tout ce que je dis dans le fond dans ce PowerPoint-là, c'est vraiment la base de la météo, puis c'est vraiment important de la savoir. Là. Fait que s'il y a de quoi de pas clair, je sais que dans la vie, je parle quand même vite, fait que faites juste me le dire. Je vais essayer de ralentir un peu. Good! Quand on parle de pression atmosphérique, fait que si je dis la pression atmosphérique, dans le fond, c'est la pression. La pression, qu'est-ce que c'est? C'est la force des particules sur quoi que ce soit, fait que sur un objet ou whatever. Donc, si on parle de la pression atmosphérique, c'est la pression que l'air va exercer sur nous à un certain endroit. Fait que c'est la colonne, vraiment le poids de la colonne d'air au-dessus de notre tête. Fait que là, ce qui est écrit, c'est la pression atmosphérique à tout niveau dans l'atmosphère et la force par unité de surface exercée sur le poids, un peu comme je disais. La pression atmosphérique est étudiée en altimétrie pour indiquer l'altitude d'un aéronef. Fait que quand vous allez voir, je pense que vous n'avez pas encore vu les instruments, mais vous allez voir que la pression, c'est vraiment utile pour les instruments qui utilisent la pression. Là. Fait que ton altimètre, ton anémomètre et ton variomètre. Comment mesurer la pression? Fait qu'on a, dans le fond, comme je vous ai parlé tantôt, là, on a les pouces de mercure. Fait que quand je parlais, 29,12 pouces de mercure, ça, c'est une unité de mesure. Finalement, on a aussi les hectopascales. On va souvent entendre parler de kilopascal. Dans le fond, c'est les pascals là, qui sont l'unité. C'est comme des kilomètres ou des hectomètres. Là. Fait que hectopascal ou kilopascal, qui sont une autre unité. Il n'est pas écrit, là, mais des fois, on va entendre parler de millibars aussi. Des millibars, dans le fond, c'est la même chose qu'un hectopascal. Fait que, mettons, la pression atmosphérique, selon l'OACI, c'est 1013,25 hectopascal, ben, ça va être 1013,25 millibars aussi. Mais bon, ça, il n'est pas écrit, mais vous allez peut-être en entendre parler pareil. Vous êtes peut-être mieux de le noter. Là. Les deux méthodes à mesurer la pression, fait que dans le fond, pour savoir la pression, on peut utiliser le numérique. Fait que, dans le fond, c'est juste électronique. Là, ils vont capter la pression par la technologie. Là. Je ne suis pas 100% comme une pro de la technologie, là, mais une technologie qui va faire qu'ils vont le capter. Sinon, on a le baromètre anéroïde. Fait que ça, dans le fond, c'est plus mécanique. C'est une petite cellule qui va. La pression va comme exercer une force sur la cellule et c'est
baromètre anéroïde. Fait que quand on parle de baromètre, c'est l'instrument qui va capter la pression. Les deux méthodes peuvent être calibrées en pouces de mercure ou en hectopascal. Good! Maintenant, quand on parle de pression à la station, fait que la pression à la station, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la pression atmosphérique à l'endroit où que je vais capter ma pression. Fait que c'est-à-dire la station. Fait que si, mettons, j'ai une station météo à quelque part, la pression à la station va être la pression où je suis. Parce que au niveau de la mer, la pression est vraiment pas pareille. Ça, je l'ai dit tantôt là, quand je parlais de la troposphère. Je disais que la pression, elle diminuait plus on montait. Fait que ça, c'est quand même important à savoir parce que c'est pour ça, c'est comme ça qu'on base dans le fond notre altimètre, là. Plus l'altimètre va capter la pression. Fait que plus la pression est basse, plus il va savoir qu'on est haut. Fait que la pression de la station, c'est à l'endroit où je suis. Fait que si, mettons, ma station est à 500 pieds du sol, ben la pression à la station, c'est pas la pression au niveau de la mer, c'est la pression où je suis. Fait que ça dit la pression diminue toujours avec l'altitude, c'est la pression. OK. Bon, c'est bon. Good. Fait qu'on a la pression à la station et pression au niveau moyen de la mer. Fait que quand on va parler de la pression au niveau de la mer, c'est simple, c'est si je mets un baromètre juste à côté de la mer, au niveau de la mer, c'est ma pression. Ça va être super utilisé dans le fond pour tous nos instruments et tout, là. C'est important de savoir que, dans le fond, en moyenne, pour chaque 1000 pieds d'altitude, tu vas perdre 1 pouce de mercure. Fait que là, il est écrit pour 10 pieds, tu perds 0,0. Mais ça, c'est des calculs, là. Fait qu'à chaque 1000 pieds, tu perds 1 pouce de mercure. Fait que, mettons, selon l'OACI, au niveau de la mer, je suis à 29,92 pouces de mercure. Donc, selon l'OACI, à 1000 pieds d'altitude, je serais à 28,92 pouces de mercure. Fait que c'est vraiment simple, puis c'est vraiment, après ça, à 2000, tu vas perdre 2000, tu vas perdre 2 pouces de mercure, et ainsi de suite, là. C'est juste comme ça. Fait que ça, c'est important, là, pour des calculs, là, c'est quand même simple, 1 pouce de mercure par 1000 pieds. La pression au niveau de la moyenne de la mer et le calage altimétrique sont calculés à partir de la pression à la station. Quand on parle de calage altimétrique, dans le fond, c'est pour caler ton altimètre. Fait qu'on on va vouloir savoir la pression au niveau de la mer pour pouvoir l'indiquer sur notre altimètre parce que la pression, elle change tout le temps. Fait que le 29,92 pouces de mercure, c'est une moyenne, mais c'est jamais ça exactement. Fait qu'on va devoir caler notre altimètre avant de partir en vol pour savoir qu'à chaque 1000 pieds, je sais qu'à chaque 1000 pieds, je perds 1 pouce de mercure. Donc, si au niveau de la mer, je suis à, mettons, 28 et non 29,92, fait que là, si ma pression est rendue à 27, ben là, je sais que je suis à 1000 pieds. Fait que c'est pour ça qu'il faut que je calme mon altimètre. Je sais pas si c'est clair. OK, ben là, ça parle du calage asymétrique, justement. La pression qui, lorsqu'elle est réglée sur l'altimètre, permet à ce dernier d'afficher la. Je vais juste lire avant de. Ouais, c'est important de savoir l'attitude que vous allez prendre avec votre calage asymétrique. Fait que l'attitude, en fond, que vous allez lire sur votre instrument, on va l'appeler l'attitude indiquée. OK. Ce qui est écrit ici, là, je ne sais pas si vous avez vu dans le raccourci, là, mais le calage asymétrique est utilisé au décollage, à l'atterrissage et dans le vol quand on est à l'espace aérien à basse altitude. OK? Fait qu'à basse altitude, je pense que c'est sous 18 000 pieds. Mais je veux pas m'avancer trop là-dedans. Je suis pas ma sûre ça. Fait qu'en bas de 18 000 pieds, on va utiliser ton calage asymétrique. Fait que c'est-à-dire la pression là, qu'on va avoir, qui va avoir été prise à la station, dans le fond. Quand on dit à la station, là, c'est la station météo qui va capter la pression et tout. Par contre, quand on va être plus haut, là, on va juste se mettre sur 29,92 pouces de mercure pour que tout le monde qui est plus haut ait la même. Dans le fond, le but d'avoir ton altitude, c'est juste que c'est quand on est en haut de 18 000 pieds, ça sert. Anyway, on sait qu'on n'est pas proche du sol. Fait que c'est vraiment par rapport aux autres aéronefs, pour pas foncer dedans. T'sais, mettons, moi, je sais que je suis à 24 000 pieds, puis il y a un aéronef qui arrive à 27 000 pieds. Ben, c'est important qu'on soit calé sur le même pour qu'on soit vraiment à ces altitudes-là, pour éviter des accidents. Euh, Je te ça, j'avais tout dit. Maintenant,
des isobores. OK? Les isobores, qu'est-ce que c'est? C'est une ligne qui relie tous les points de même pression, dans le fond. Fait que vous voyez, là, sur l'image, là, c'est littéralement ça, un isobore. On va en voir beaucoup là, sur les cartes météorologiques, donc les GFA, qu'on va voir pas dans ce cours-là. Probablement tout de suite après Noël. Fait que dans le fond, les isobores, ça nous aide à savoir le gradient de pression. Fait que si plus les isobores sont proches, plus on va savoir que le vent est fort parce que la pression, elle change vite. C'est important de savoir que tous les isobores sont espacés par 4 hectopascales, OK? Fait qu'ils sont en hectopascales. Et on va les commencer à 1000, OK? Fait que ça va être 1000, 1004, 1008, 1012, 996, 980. En tout cas, ouais, ils sont à 2. OK, eux, sont espacés de 2, mais généralement, ils sont espacés de 4. Fait que, c'est ça. Puis c'est vraiment, tu sais, dans le fond, les lignes ne peuvent pas se croiser parce que tu peux pas être à 2 pressions en même temps au même point. Fait que les lignes, les isobores vont jamais, jamais se croiser. Là, ça dit que les lignes font des motifs. Fait qu'il peut y avoir des beaux petits motifs. Mais ça, c'est pas tant important, là. Ouais. OK. Ah, comme j'ai dit tantôt, tantôt, je parlais de gradient de pression. Fait que là, je vais vous expliquer c'est quoi. C'est le taux. Attendez. J'ai votre. OK, c'est pas grave. Le taux de. Ah! Je rush vraiment avec les PowerPoint, là. Fait que le taux de variation de la pression sur une distance donnée mesuré perpendiculairement aux isobores. Fait que qu'est-ce qu'on veut dire là-dedans? C'est, tantôt quand j'ai dit plus les isobores sont proches, plus le gradient de pression est fort. Quand on dit un gradient, dans le fond, c'est comme le changement. Fait que si on s'entend que si les isobores sont plus proches, ça veut dire que ça va changer plus rapidement de pression. Fait que, ouais, c'est ça. C'est à quel point, mettons, la différence entre deux endroits, c'est vraiment la différence un gradient, c'est la différence. Fait que là, c'est la différence de pression. Fait qu'entre deux endroits relativement proches, si, mettons, on passe de 1000 à 1012 hectopascales, ça va être beaucoup plus, un plus grand gradient que si on passe de 1000 à 1002 hectopascales, mettons. Fait que la proximité des isobores dépend de la pente du gradient. Fait que quand on dit la pente, c'est comme l'intensité un peu. Fait que c'est ça. Fait que plus les isobores sont proches, plus le gradient de pression est fort. Fait que ça veut dire que les vents sont forts. Parce que les vents vont dépendre de ça. Puis si le gradient de pression est faible, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de vent, donc l'air va être super stable. OK. Fait que là, on le voit ici. Ici, les lignes sont super espacées, fait qu'on a un faible gradient. Ici, les lignes sont super proches, donc on a un gradient prononcé. Fait que ça, c'est le mouvement de l'air qui va toujours passer d'une haute pression à une basse pression. Fait que le H, ça, vous allez le revoir souvent. Là, on va sûrement voir ça un peu plus tard, mais à chaque fois que vous voyez un H, c'est pour high pressure, fait que c'est haute pression. Puis un L, c'est une basse pression. Puis les isobores, ils vont toujours tourner, dans le fond, autour des centres. Fait que, mettons, on a un centre de haute pression, un centre de basse pression. Fait que les isobores vont toujours être comme des ronds autour de ça. Fait que c'est pas une spirale, là, c'est des ronds séparés, là. Good! Fait que maintenant, les creux et les crêtes, tantôt, j'ai parlé des hautes et des basses pressions, comme vraiment rapidement, là. Un creux, dans le fond, c'est une zone allongée de basse pression. Fait que la pression est plus basse, qui fait un genre de un peu comme un U, là. Fait qu'un, mettons, on le voit ici, là. Fait que quand ça fait ça comme ça, on a un creux. Je pense qu'on en avait un dans l'autre. Ouais, plus ou moins. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, ça, c'est un creux. Puis une crête, c'est l'inverse. C'est une zone allongée de haute pression. Fait que la pression est plus élevée. Puis elle fait une ligne comme avec la pression maximale de cet endroit-là. Puis juste un petit truc, là, quand on parle de haute et une basse pression, dans le fond, comment on fait pour savoir si la pression est haute ou basse? C'est pas à partir de comme en bas de 29,92, c'est bas, puis en haut, c'est haut. Là. C'est vraiment c'est relatif. Fait que c'est dépendamment des autres pressions autour. Fait que si, mettons, ici, on dit que c'est une haute pression, mais s'il y avait une pression encore plus haute ici, ben elle, ça deviendrait la basse pression par rapport à elle. C'est comme si, mettons, moi, à côté d'un enfant de 8 ans, la majorité, en fait, je vais être grande, mais à côté de mon père, je suis petite. T'sais. Fait que c'est est-ce que je suis une grande ou une petite personne, ça va dépendre des autres autour de moi. Fait que c'est le même principe pour les quand on parle de pression. Good! Maintenant, la force de Coriolis. OK? La force de Coriolis, euh,
je vais lire, c'est écrit là, rapidement. L'air se déplaçant d'une haute pression à une basse pression ne s'écoule pas directement en raison de la rotation de la Terre. Fait que la force de Coriolis, c'est une force qui est due par la rotation de la Terre. C'est fait que dans le fond, ton air a de l'inertie. Ça, on l'avait vu un peu, c'était quoi l'inertie. Donc, on s'entend qu'à l'équateur, si la Terre elle tourne en rond, à l'équateur, il faut qu'elle aille vraiment plus vite parce qu'elle a une plus grande distance à parcourir qu'au pôle. Parce qu'au pôle, ici, l'air, ça bouge presque pas en haut. Donc, l'air ici va comme toujours être dévié. Fait qu'au pôle Nord, elle va comme être déviée un peu vers le haut comme ça. Et au pôle, à l'hémisphère nord. Puis à l'hémisphère sud, c'est vers le bas. Fait que ça, c'est dû à la rotation de la Terre, dans le fond. Fait que l'air dévié vers la droite dans l'hémisphère nord par une force appelée la force de Coriolis. Fait que c'est la force de Coriolis qui va faire dévier l'air. Puis ça va faire que l'air va toujours s'écouler parallèlement aux isobores. Fait que là, on voyait des isobores ici. Fait que l'air, elle se dirige, il est écrit là, tout le temps parallèle aux isobores. Tout ce qui est en mouvement sur Terre se déplace en ligne droite s'il n'est pas influencé par une autre force. Cependant, la Terre est en rotation, fait que ça crée une force qui est la force de Coriolis. OK. Fait que là, ce que ça dit ici, c'est que le vent, il va pas. Parce que dans le fond, je sais pas si vous saviez, je sais pas si vous l'avez comme vu dans un autre PowerPoint plus tôt, mais le vent va toujours. L'air va toujours se déplacer d'une haute à une basse pression. Ça, c'est parce qu'on veut toujours combler les vides. Fait que si est super concentré dans la haute pression, ben là, les particules d'air vont vouloir aller dans la basse pression, vu que la pression est super basse, fait qu'ils ont plus de place là-bas. Mais par contre, l'air va pas juste faire genre directement à la basse pression, elle va comme avoir une certaine rotation. Fait que le vent contourne les basses pressions dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Fait que petit conseil, petit truc. Une haute pression, c'est H, fait que c'est dans le sens horaire. Okay? Fait que autour d'une haute pression, le vent tourne dans le sens horaire et autour d'une basse pression, le vent tourne dans le sens anti-horaire. Fait que lorsque l'air tente de tourner vers la droite, la dépression tente d'attirer l'air vers elle, ce qui a pour effet de dévier l'air vers la gauche. Fait qu'autour d'une zone de haute pression, l'air est dévié vers la droite. OK? Fait que si, mettons, je vais essayer, j'ai-tu un petit crayon pour un dessin? Ouais. Fait que mettons que je vous dessine un système de pression. Ah non, ça, c'est un pointeur laser. Donc ici, j'ai une haute pression. Et ici, une basse pression. OK? Fait qu'un L pour l'eau. Donc, autour de la haute pression, mon vent, il tourne dans le sens horaire pour aller tourner. Seigneur, j'ai vraiment aucun talent en or, gang, OK? Dans le sens anti-horaire autour de la basse pression, OK? La loi de Boyce-Ballot, ce qu'il a dit, c'est en raison de la force Coriolis, OK? C'est si vous vous tenez dos au vent, la zone de basse pression sera toujours à votre gauche. Là, mon dessin est vraiment laid. Je vais vous le dessiner un peu mieux pour que... Oh non, merde, je suis nulle. OK, je vais vous le faire rapidement, là. Fait que là, mettons, ça tourne ici. Là, ça continue de tourner comme ça. Puis là, ça continue de tourner, OK? Fait que si, mettons, moi, je me place dos au vent. Fait que là, ici, mettons, j'ai un avion, OK? Fait que ça, c'est l'empennage. Puis, j'aurais dû le faire plus à disons clair. Ça, c'est les ailes, OK? Fait que là, vous comprenez un peu le sens de mon avion. Fait que, ici, vous comprenez, je suis dos au vent parce que le vent, il va par là. Fait que si je me place dos au vent, la basse pression est où? Est à ma gauche. Parce que vous comprenez que le nez est ici. Fait que ça, c'est la loi de Boyce-Ballot pour la savoir. OK? Fait que si on met dos au vent, la basse pression est toujours à notre gauche. Puis l'inverse, c'est dans l'hémisphère sud. OK? Fait que nous, dans le fond, parce que dans le fond, c'est la force de Coriolis qui tourne le vent d'un côté dans l'hémisphère nord, mais de l'inverse dans l'hémisphère sud. Parce que c'est basé à l'équateur. OK. Fait que maintenant, formation des précipitations. Donc, je sais pas, je suis capable de dépasser. OK, good. Fait que quand on parle de précipitations, OK, on va souvent parler de neige, pluie, mais il y a toutes sortes de précipitations. On va les voir tantôt. Mais comment ils sont formés? Fait que pourquoi est-ce que ça arrive qu'il pleut? Fait que dans le fond, c'est dans le fond, un nuage, qu'est-ce que c'est? C'est. Il y a tellement d'humidité, dans le fond, que ça a comme commencé à se condenser. Fait que c'est l'air qui est saturé en humidité. OK? Ça, on va le voir tantôt un peu plus. Fait que là, les gouttelettes dans le nuage, OK? Fait que c'est un peu plein de petites gouttelettes. Les gouttes de bruine et les
OK, là, ça veut juste dire que ça varie de taille, dans le fond. Euh, OK, c'est bon. Ça, c'est les facteurs, OK, qui dépendent, ben, qui vont comme aider la formation de précipitation. Fait que dans le fond, on a des gouttelettes qui changent de taille. Les gouttelettes, OK, dans le nuage. Fait que quand je dis les gouttelettes, c'est vraiment à l'intérieur du nuage, fait que les petites particules d'eau, ont besoin d'un très faible courant vertical pour rester en altitude. Fait qu'il faut qu'il y ait un petit courant vers le haut pour qu'ils puissent se tenir. Les gouttes de bruine ont une vitesse descendante clairement visible, de sorte qu'un léger courant vertical est nécessité pour les maintenir en l'air. Fait que si on perd le courant vertical qui les maintient en l'air, les gouttelettes vont tomber. OK? Les gouttes de pluie ont une vitesse descendante considérable et des forts courants verticaux sont nécessaires pour les maintenir en l'air. Fait que quand c'est de la pluie, par contre, ça, il faut plus de courants verticaux, fait que ça va être plus facile, mettons, à tomber, vu qu'ils sont plus lourds. L'état des gouttelettes varie selon la situation dans laquelle elles se forment. Fait que c'est ça, là. Je vais pas vous décrire en détail comme les situations, mais il y a plusieurs tailles de gouttelettes, là, dans le fond, c'est ça qu'il faut savoir. OK, là, vu que j'ai un pointeur laser, je peux plus changer de slide. OK, c'est bon. Les précipitations, OK? Fait que les précipitations peuvent varier d'intensité. Fait que l'intensité va dépendre de la force des courants ascendants à l'intérieur du nuage, l'épaisseur verticale du nuage et sa teneur en eau. OK? Donc, quand on parle des courants ascendants, c'est que les nuages, là, ils ont un certain courant ascendant, je l'ai dit tantôt, pour tenir les gouttelettes. Fait que si, mettons, il n'y a plus aucun courant ascendant, là, les gouttelettes vont tomber super fort. Ben, puis s'il y a quand même un petit courant ascendant, mais qui est trop faible pour les tenir, ben là, ça va tomber comme moins fort, dans le fond. Fait que ça va comme laisse une certaine résistance aux gouttelettes d'eau. Fait que si moins il y a de courant ascendant, plus les gouttelettes vont tomber fort. Fait que plus la pluie va être intense. Ben, la pluie ou n'importe quelle précipitation. Après ça, on a l'épaisseur verticale du nuage. Fait que si, mettons, le nuage est super épais, il va y avoir plus de gouttelettes d'eau par, ben, comme, par unité, mettons, de surface de terre. Donc, il va y en avoir plus qui va tomber. Et finalement, la teneur en eau du nuage. Fait que plus il y a de l'eau dans le nuage, plus il y en a qui peuvent tomber. Fait que ça va tout varier l'intensité. Fait que des forts courants d'air sont nécessaires pour produire des grosses gouttelettes de pluie. C'est pourquoi les précipitations sont plus fortes, se produisent avec des nuages convectifs et de grande taille. Fait que quand on parle de nuages convectifs, c'est les gros nuages qui se développent. Quand on parle de convectif, c'est des mouvements comme vers le haut. Fait que les nuages super épais vers le haut, fait que plus les gros nuages, tu sais, les gros nuages d'orage, là, ben ça fait de la grosse pluie. Fait que plus les nuages sont gros, dans le fond, plus il y a de la pluie. Ben, ou des précipitations quelconques sont intenses. L'épaisseur verticale des nuages est importante pour les raisons suivantes. Fait que l'air doit être chaud pour contenir beaucoup de vapeur d'eau. Ce qui est possible, ce qui n'est possible que si la base du nuage est peu élevée. Euh, Fait que là, ça veut juste dire que comme la hauteur à laquelle ton nuage est, fait que si le nuage est plus bas, il va être chaud puis tout, fait que ça va être de la pluie. Puis si ton nuage se trouve en haut du niveau de congélation, ben là, il va y avoir d'autres précipitations. Fait que la neige, des grains de neige, la neige roulée, des granulés de glace. Je vais tout vous décrire comme c'est quoi le nom des précipitations dans comme quelques slides. Je pense que c'est une des prochaines. Fait que là, c'est ça. Fait que quand on parle d'averses, là, c'est vraiment des courtes durées qui se terminent genre brusquement. Fait que tu vas comme avoir. Quand on parle d'une averse, là, ça tombe genre super intense, puis après ça, ça arrête direct, puis là, ça repart. Fait que ça, c'est des averses. Précipitation. Ouais, ok. Intermittente, dans le fond, ça dit c'est pas comme une averse, mais c'est arrêté à recommencer au moins une fois en 1 heure. Fait que c'est ça. C'est que dans le fond, c'est pas super intense comme une averse, mais c'est pas 100% continu. Dans le fond, il va y avoir comme une certaine pause, ça va être une précipitation intermittente. Puis précipitation continue, ben, ça dit dans le mot, là, c'est que il pleut puis ça arrête pas, dans le fond, c'est continu. Mais c'est pas nécessairement intense. Fait que ça, c'est un autre petit graphique là, qui disait tantôt, tu sais, quand je disais les facteurs qui affectent l'intensité, là, ça, c'est ce que j'ai décrit tantôt, dans le fond. Hup. Les types de précipitations. Fait que je dis tantôt, on va voir les types de précipitations. Fait que quand on parle de bruine, ça, je pense que la majorité, on sait c'est quoi de la bruine, là, c'est les petites gouttelettes d'eau
qui semblent genre flotter. Fait qu'on a l'impression qu'ils tombent presque pas. Dans le fond, les gouttes sont moins lourdes, fait qu'ils vont moins comme descendre vite et tout. Ça, c'est juste de la petite bruine. Après ça, de la pluie. Ça, c'est des gouttes d'eau qui tombent du ciel. La grêle, qu'est-ce que c'est? C'est une couche de glace dure, transparente, recouvrant un noyau blanc et mou. OK? Fait que quand on parle de grêle, c'est une boule, comme une genre de petite boule de neige entourée de glace. Ça, c'est de la grêle. Vous avez peut-être déjà vu ça, sûrement en fait. Je sais pas si vous avez porté attention à comme le grêlon, genre à quoi ça ressemble, mais ça, c'est de la grêle. Des grains de neige, qu'est-ce que c'est? C'est des minuscules cristaux de neige recouverts d'une couche de givre. Fait que ça ressemble beaucoup, OK, à de la grêle, mais ça, c'est vraiment la graine de neige, c'est comme de la neige. Puis dans le fond, de la grêle, c'est pas. Tantôt, j'ai dit de la neige, là, mais c'est pas de la neige, là, mais c'est blanc et mou à l'intérieur. Fait que ça se ressemble énormément. De la neige roulée, ça, c'est de la glace blanche et molle, OK? Fait que c'est comme la. Tu sais, quand on parle de grêle, c'est comme. Ben, c'est la glace blanche molle qui est recouverte de glace. De la neige roulée, c'est comme la grêle, mais sans la couche de glace par-dessus. Fait que c'est comme juste une boule de neige comme qui tombe du ciel, mais c'est pas un. Tu sais, quand on parle de neige, c'est vraiment des flocons de neige, mais ça, c'est une petite boule. La neige, c'est l'agglomération de cristaux de glace en forme d'étoile. OK? Fait que si vous voyez un flocon de neige, vous observez un flocon de neige, c'est genre vraiment beau, là. C'est plein de petits. C'est des cristaux de glace, dans le fond, qui sont foncés dedans, puis ça fait genre. Puis ça fait le flocon de neige. Fait que ça, c'est de la neige. Les prises de glace, ça, c'est juste des petites aiguilles, genre de glace qui tombent du ciel. C'est plus rare qu'on en voit. Et les granules de glace, c'est aussi du grésil, OK? Ça, c'est formé, c'est des congélations des gouttelettes de pluie, des gouttes de pluie. Fait que c'est vraiment, quand on parle de grésil, faut pas savoir, il y en a beaucoup qui mélangent grésil puis grêle, là. Grésil, c'est juste genre une boule, mini boule de glace. Fait que c'est vraiment de la neige, de la pluie durcie, glacée dans le fond. Puis de la grêle, c'est que t'as un noyau blanc dans le milieu. Fait que ça, c'est quand même important de savoir, là, ça. C'est ça. Puis on va sûrement voir plus tard les abréviations de chacune de ces précipitations-là. Good. Fait que maintenant, l'humidité. Fait que quand on parle d'humidité, c'est la quantité d'eau qu'il y a dans l'air. OK? Quand on parle d'humidité relative, ça, c'est le rapport entre la quantité d'eau présente dans l'air et la quantité que ce volume d'air-là peut contenir pour être saturé. Fait que quand on dit que c'est saturé, c'est que c'est 100% d'humidité. C'est qu'on ne peut plus rajouter, quand on parle d'humidité, là, c'est de l'eau présente comme en, euh, en gaz, fait qu'elle est vaporisée. À un certain niveau, il y a tellement d'eau vaporisée dans l'air, fait que tellement de gouttelettes euh, d'eau dans ton air. Quand je dis gouttelettes d'eau, c'est pas des gouttes qu'on voit, là, que ton air est saturé. Donc, si on rajoute de l'humidité, elle va se condenser, ça va devenir de l'eau, littéralement. Fait que quand on dit. Fait que l'humidité relative, c'est la quantité d'eau qu'on a dans l'air fait que c'est une fraction sur la quantité d'eau qu'on pourrait avoir pour être saturé. Le point de rosée, c'est la température à laquelle l'air doit être refroidi à pression constante pour devenir saturé. OK? Parce que plus il fait froid, moins il y a d'espace, comme moins il y a de place pour de l'humidité dans ton air. Fait que pour être saturé, soit on rajoute de l'humidité ou on descend la température. Fait que le point de rosée, c'est la température avec ces quantités-là dans ces qualités de pression-là, à quelle température on deviendrait saturé. Fait que quand on parle de rosée, là, c'est quand il y a de la petite eau qui s'est ajoutée, mettons, sur le gazon, puis tout le matin, là, quand on parle de rosée, ben ça veut dire qu'il a fait froid pendant la nuit, fait qu'on a atteint le point de rosée. Donc, il n'y avait plus de place pour les gouttelettes d'eau dans l'air est allées se condenser sur le gazon au sol. Puis, plus l'air est chaud, plus il peut contenir de l'eau. Fait que c'est un peu l'inverse de ce que j'ai dit tantôt. J'ai dit plus l'air est froid, moins il peut en contenir. Fait que les molécules de vapeur d'eau se déplacent plus rapidement et sont donc susceptibles de condenser en liquide. Good. Ah, ben, point de rosée, j'en ai parlé un peu tantôt. J'avais oublié une slide sur ça. Fait que le point de rosée est une mesure de la quantité de vapeur d'eau contenue dans l'air. Un point de rosée élevé équivaut à un teneur élevé en vapeur d'eau. Fait que c'est ça. Fait que c'est avec, mettons, l'humidité qu'il y a en ce moment, quelle température on doit mettre pour saturer l'air. Ça, c'est le point de rosée. Donc, plus l'air est humide, plus il va avoir comme ben, c'est ça, un certain point de rosée, là. Fait que là, il y a un petit graphique ici. Température, point de rosée.
Ah, c'est ça. Fait que plus, mettons, le point de rosée est haut, plus comme c'est humide dans notre air, dans le fond, là. Fait que là, ici, j'ai jamais vu ce graphique-là, honnêtement, qui reviendra pas à l'examen, je pense, là, mais c'était quand même intéressant, là. Tu sais, fait que si, mettons, ton point de rosée est à 10-15, ben, tu sais, c'est quand même confortable, là. Mais si en bas de 5, c'est que c'est vraiment, vraiment l'air est super sec. Euh, Attendez un peu. OK. Fait que, ouais, le T, dans le fond, là, dans cette formule-là, c'est le T, c'est la température de l'air. Le TD, c'est le point de rosée. Plus ça dit, ils sont toujours là dans les métaux, OK? Fait que les métaux, c'est un message d'observation météorologique. On va en parler plus tard dans la météo. Puis, ça, ces données-là sont toujours données. Fait que si ta température et ton point de rosée sont égales, ça veut dire que euh, voyons, ton air est saturé. Fait qu'il y a 100% d'humidité. Donc là, si on ajoute de l'eau, ça va se condenser. Maintenant, la chaleur latente. Qu'est-ce que c'est la chaleur latente? Dans le fond, c'est que vous avez probablement vu en sciences, alors que vous avez probablement, que l'eau, dans le fond, elle peut se vaporiser, fait que s'évaporer ou se condenser. Quand que l'eau, dans le fond, la vapeur d'eau va se condenser, elle va créer de la chaleur. Cette chaleur-là, c'est la chaleur latente. Aussi, quand que, tu sais, mettons qu'on va vaporiser, ben, évaporer de l'eau, ben là, ça va prendre la chaleur. Fait que quand on parle de ça, c'est la chaleur latente. Fait que la chaleur latente et la chaleur latente est la chaleur obtenue par les molécules d'eau lorsqu'elles passent de l'état liquide à l'état de vapeur. La chaleur est libérée lorsque les molécules se condensent pour passer de l'état de vapeur à l'état liquide ou solide, créant ainsi des gouttelettes de nuages et diverses formes de précipitations. Fait que c'est quand il y a, mettons, des nuages qui sont créés, qu'il y a tous des changements de phase, là, ça, on va parler de chaleur latente. La chaleur latente est également appelée énergie latente ou chaleur de transformation, énergie libérée ou absorbée par un corps ou un système thermodynamique au cours d'une procédure de température constante, généralement une transition de phase du premier ordre, comme la fusion ou la condensation. Fait que ce que ça dit, en gros, là, tous ces mots-là, c'est juste que quand on a un changement de phase, il va soit absorber ou dégager de la chaleur parce que ça a besoin d'énergie, puis l'énergie est sous forme de chaleur. Ça, c'est la chaleur latente. Fait que c'est la chaleur associée, dans le fond, au changement de phase. Si on peut. Good. Donc là, ici, il est écrit, on voit sublimation. Il y a de la chaleur latente de sublimation, vaporisation et de la chaleur latente de vaporisation. Fait que quand on parle de vaporisation, ça dit l'énergie est absorbée. Fait que ça veut dire que la chaleur latente, qui est l'énergie, va être absorbée. Fait que la vaporisation ne va pas créer de la chaleur. OK? La sublimation, par contre, elle va créer de la. Non, elle est absorbée aussi, ma bad. Ouais, OK, ici, la liquéfaction, excusez-moi, fait que c'est aller du gaz à liquide. Là, ça va faire de l'énergie créée. Fait que là, il va y avoir de la chaleur qui va sortir. Fait que je sais pas si c'est clair. Fait que c'est pas nécessairement, il va pas toujours avoir de la chaleur qui va être créée, parce que des fois, elle va être absorbée. Fait que là, on va avoir l'impression que c'est comme du froid qui est créé, mais c'est que la chaleur est absorbée. Fait que condensation, solidification ou liquéfaction, ça, on va avoir la chaleur latente qui est créée. Fait que ça va faire du chaud. Fait que là, ici, les changements d'état, OK, ça, il faut les savoir. C'est déjà arrivé là, dans les examens. Fait que je sais qu'on les a, la majorité, ils sont plus au secondaire. Fait que je vais pas m'éterniser avec ça, là, mais on a évaporation. Euh, oui, j'entends quelqu'un. Peut-être que c'est juste ton micro qui est. Chez Chamberlain, je pense que ton micro est ouvert, mais. OK, bon, c'est pas grave. Fait que dans le fond, fait que, ouais. Est-ce que vous avez une question, Chamberlain? OK, je pense pas. Mon Dieu, désolé, mon micro s'est activé par accident, je m'excuse. Ouais, c'est bien correct, no stress. OK, fait que c'est ça. Fait que toutes les. Dans le fond, sont écrits là, je vais pas m'éterniser. Fait que dans le fond, si t'as. Là, sont en anglais, mais t'as pas besoin de savoir en anglais. Vous avez juste besoin de savoir en français. OK. Le réchauffement atmosphérique. OK? Fait que quand on parle de gradient thermique vertical, ça, je vous l'ai dit tantôt, c'est plus on monte, plus il fait froid dans le fond. Fait que c'est la vitesse à laquelle la température atmosphérique diminue avec l'augmentation de l'altitude. Le gradient thermique vertical indique le taux de diminution de la température au fur et à mesure qu'on s'élève dans l'air.
Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est que moi, ici, je vous ai dit tantôt, je sais pas, il fait combien à Québec, là? Je pense qu'il faisait -4 tantôt, OK. Donc, il fait -4. L'air, ici, est d'une température de -4 degrés Celsius. L'air 1000 pieds plus haut va être environ 2 degrés Celsius plus basse. Fait qu'elle va être de -6. C'est pas la même air, OK? C'est une différente air. OK? Par contre, quand on parle de gradient adiabatique, ça, qu'est-ce que c'est? Je vais être vraiment honnête avec vous, j'aime pas tant ça que ce soit dans le même graphique que gradient thermique vertical parce que c'est différent. OK? Le gradient adiabatique, c'est pas le gradient thermique vertical. Qu'est-ce que c'est? C'est que quand on air, tantôt j'ai dit que l'air a peu à de l'expansion, qui est la caractéristique la plus importante. Quand on air, OK, un certain volume d'air, là on parle du même volume d'air qui va s'élever, il va prendre de l'expansion et va se refroidir. Parce qu'en prenant de l'expansion, là, tu refroidis. Donc, ton air, en prenant l'expansion, elle va refroidir. Ça, c'est le gradient adiabatique. Fait que c'est à quel point l'air va refroidir en s'élevant. Fait que c'est la même air qui s'élève et qui prend l'expansion qui se refroidit. Je veux vraiment que vous compreniez la différence entre gradient thermique vertical et gradient adiabatique. Quand on dit gradient adiabatique sèche, c'est de l'air sec, OK? Fait que l'air qui n'est pas saturé. Fait que l'air pas saturé, ça va être de 3 degrés Celsius par 1000 pieds. Et de l'air saturé, donc humide, c'est 1,5 degrés Celsius par 1000 pieds. Fait que c'est la moitié. Puis, c'est vraiment important. Fait que quand je dis saturé, là, c'est que c'est 100% d'humidité. Là. Fait que c'est comme un nuage. Là. Puis, pourquoi, dans le fond, c'est un moins grand gradient? Je l'ai dit tantôt, j'ai dit quand c'est mouillé, la température change moins vite. Donc, c'est relié à ça. Puis, selon l'OACI, c'est 1,98 degrés Celsius par 1000 pieds. Fait que là, quand on dit moyen, dans le fond, ça se ressemble vraiment. C'est juste que pour les calculs, on va prendre le 2 degrés Celsius par 1000 pieds. Fait que quand on parle de moyen puis OACI, ça, c'est gradient thermique vertical. Les gradients adiabatiques, sec et saturé, c'est pas un gradient thermique vertical. Super. Donc, réchauffement de l'atmosphère. Fait que l'air, dans le fond, la Terre, souvent, va être réchauffée par diverses méthodes que je vais vous expliquer tantôt. C'est principalement la façon de la Terre. Voyons. Là, je vais voir si ça explique. Ok, ouais, c'est bon. Hey, ok. Fait que la troposphère reçoit sa chaleur. Fait que quand on parle de troposphère, c'est la couche dans laquelle on vit, la couche dans laquelle il y a les phénomènes météorologiques. Fait que c'est vraiment ça qu'on va parler. Fait que le réchauffement de la troposphère, parce que c'est elle qui est importante. Les autres couches, honnêtement, on n'est pas dedans. Okay? Ils nous ont pas grand-chose tant que ça. Fait que la chaleur, comment elle est distribuée dans la troposphère? Il y a différents processus que je vais vous expliquer. Fait que, il y a premièrement la convection. La convection, qu'est-ce que c'est? C'est que l'air chaud va monter. OK? Donc, l'air qui est proche du sol va être chauffé par conduction. Conduction, c'est un contact direct. OK? Par exemple, j'ai un beau parking de Walmart qui va réfléchir des rayons. Mon soleil va frapper sur mon parking de Walmart, mettons, OK? Qui est une belle surface. Fait que ça va réchauffer vraiment beaucoup mon parking. C'est là, j'ai un parking de Walmart, mais c'est n'importe quelle surface. OK? Fait que là, il va être super réchauffé et il va envoyer de la chaleur à l'air qui touche directement à mon parking. Donc, cette air-là va devenir super chaude. L'air chaud, je l'ai dit tantôt, est moins dense, donc moins lourde, donc elle va s'élever vers le haut. Fait que l'air chaud va s'élever. Fait que là, tu as de l'air froid qui va descendre, qui va prendre la place de l'air chaud, qui va se chauffer par le contact, et ainsi de suite. Fait que ça va vraiment faire un refroidissement par convection. Fait que quand je parle de courant convectif, c'est l'air chaud qui va monter. Fait que là, ça va comme réchauffer comme ça l'atmosphère. Fait que ça, c'est la convection. Ensuite, il y a le mélange turbulent. Fait que la turbulence, dans le fond, c'est les vents, OK? Fait que tout ce qui est, quand on parle de turbulence, c'est l'air va se mélanger. Ça va créer des mouvements. Puis ça va mélanger l'air ensemble. Fait que là, tu as de l'air plus chaud qui va être à une certaine place. Elle va se mélanger avec l'air moins chaud. Fait qu'elle va donner sa chaleur. Encore une fois, par conduction. OK? Conduction, c'est comme quelque chose qui donne sa chaleur directement à une autre affaire. Fait que si, mettons, tu as une tasse de café chaud, tu mets tes mains dessus, tes mains vont se réchauffer. Ça, c'est la conduction. Fait que c'est un peu ça le principe. Fait qu'en mélangeant l'air par conduction, ça va comme réchauffer l'atmosphère en général. Fait que l'air dans une certaine région. Fait que ça, c'est la convection, la turbulence. Ensuite, on a la chaleur latente. Fait que la vapeur d'eau qui s'évapore dans l'atmosphère depuis la surface de la Terre est souvent transformée en altitude. Fait que quand que l'air va se condenser, OK,
c'est là qu'il y a de la chaleur latente libérée. Ça, je l'ai dit tantôt, la chaleur latente, c'est la chaleur par changement de phase. Fait que lorsqu'il y a de l'air qui se condense, elle va créer de la chaleur. Fait que ça, c'est un certain réchauffement de l'atmosphère. Ensuite, on a l'advection. Fait que l'advection, qu'est-ce que c'est? C'est que j'ai de l'air qui va être transporté au-dessus d'une surface plus chaude. Puis ça va. Un peu juste là pour pas dire n'importe quoi. L'air transporté par le vent d'une partie froide de la surface de la Terre vers une partie plus chaude au niveau va réchauffer par conduction. OK. Fait que, ouais. Là, comment c'est écrit l'advection? On dirait que c'est plus la convection, là, mais l'advection, c'est vraiment ton air se circule sur le plan horizontal et il va aller chercher de la chaleur par conduction. Fait qu'il va aller au-dessus d'un sol chaud et là, il va se réchauffer. Fait que c'est vraiment comme ton air qui se déplace. Genre plus comme horizontalement que verticalement par convection. Mais souvent, ça va être lié parce que ton air, à un moment donné, quand elle va devenir chaud, là, elle va monter, faire de la convection. Et ensuite, compression. Fait quand que ton air va descendre. OK? Ton air va descendre. Quand on descend, la densité est plus haute. Fait que plus on monte, moins il y a de densité. Fait que là, quand ton air descend, elle va se compresser. Fait que là, elle va se réchauffer. Tu sais, quand je parlais de gradient adiabatique, c'est ton air qui s'élève, prend de l'expansion, donc se refroidit. L'inverse est aussi bon. Fait que ton air qui descend se compresse, ça va se réchauffer. Donc, c'est un autre réchauffement de l'atmosphère. Donc, pourquoi ça n'arrête pas de faire ça? Donc, les réchauffements, on a convection, turbulence, chaleur latente, advection et compression. Là, c'est écrit mélange turbulent, mais on va souvent entendre parler de turbulence mécanique aussi, qui fait en masse, dans le fond, c'est un synonyme. Fait que si vous voyez turbulence mécanique, c'est une méthode de réchauffement de l'atmosphère aussi. Good! Maintenant, refroidissement. Fait que même principe, l'atmosphère peut être réchauffée, mais elle peut être aussi refroidie. Fait que quand on parle de refroidissement, c'est vraiment une perte de chaleur, dans le fond. Le refroidissement est important parce que, premièrement, il augmente la densité de l'air. Et le refroidissement de l'air humide entraîne la formation de nuages. Fait que les brouillards et les précipitations. Fait que c'est super important en météo de comprendre ça. Ça tombe bien. Ça tombe bien dans un cours de météo. Fait que, premièrement, le refroidissement par rayonnement. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est que le jour, quand il fait soleil, si on retourne dans le parking au Walmart tantôt, mais n'importe quel sol, en fait, se fait réchauffer par des rayons de soleil. La nuit, on n'a plus de soleil, OK? Et il faut quand même que et dans le fond, on n'a plus de soleil. Donc là, c'est comme on n'a plus les rayons. Fait que, voyons, le refroidissement du rayonnement. Attendez, le texte qui est écrit m'a mélangé. Fait que le refroidissement par rayonnement qui se produit la nuit affecte rarement plus de 4000 pieds. OK, bon, c'est juste ça que ça disait. Fait que dans le fond, le rayonnement, c'est vraiment créé par le sol. OK, fait que ça, il faut comprendre. Fait que ça va pas aller plus haut que, là, ça dit 4000 pieds. Fait que quand on parle de refroidissement de l'atmosphère, le refroidissement par rayonnement va pas être pour les hauts niveaux. C'est vraiment pour les bas niveaux. C'est juste ça que ça dit. OK, voyons. Fait que c'est ça. Pourquoi ça arrête pas? OK. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, c'est là, t'as plus de rayons. Fait que ton sol se refroidit super vite. Et là, il va donner comme il va absorber la chaleur comme qui est dans l'atmosphère pour se réchauffer lui-même. Fait que ça va, dans le fond, diminuer la chaleur, donc augmenter la température. Diminuer la température, désolé. Fait que se refroidir, dans le fond. Maintenant, le refroidissement par évaporation. Fait que ça, dans le fond, c'est le même principe tantôt. Quand je vous parlais de chaleur latente, quand que l'air va se condenser, elle va dégager de la chaleur. Quand que les particules d'eau dans l'air vont se condenser, ils vont dégager la chaleur. Par contre, à l'inverse, quand que ça s'évapore, là, ça va prendre de la chaleur pour s'évaporer. Donc, ça va refroidir parce que ça prend la chaleur qui est à l'extérieur pour venir s'évaporer. Oui, j'ai une main levée. J'ai juste vu le prénom, là, je sais que c'est Manon, j'ai pas vu. Oui, Oui. c'est juste que j'ai pas trop compris par rayonnement parce que l'image que vous montriez, ça faisait comme penser que l'air chaud venait du sol. Ouais, moi aussi, c'est pour ça tantôt que j'ai comme bugué en lisant le texte, là. Je vais vous lire, c'est écrit, par ça, je vais essayer de. Ça dit vraiment le refroidissement. La température au-dessus de cette couche reste pratiquement inchangée de jour comme de nuit. Cette règle ne s'applique pas à une longue nuit.
OK, c'est parce que dans le fond, ça explique pas. OK? Le texte n'explique pas c'est quoi. Ça fait juste dire que ça va plus haut. C'est que dans le fond, rayonnement, c'est que le jour, ton sol est réchauffé, OK, à cause des rayons, mais la nuit, il n'y a plus les rayons. Donc, ton sol, il veut comme se. Ton sol, il veut garder sa chaleur. Fait que, OK, je comprends ton bug avec les dessins, en fait. Je comprends, puis dans le fond, moi, je suis en train d'apprendre à votre place, je serais vraiment perdue par le dessin. OK, je vais essayer de. J'ai genre l'impressionnateur à côté de moi et de vous lire la définition, si je l'ai proche, qui va peut-être vous aider un peu. Absorption de rayonnement. OK, regarde, c'est ça. Là, ça dit vraiment, c'est l'absorption des rayonnements, OK? Les rayons infrarouges réfléchis par la Terre, la sphère de la Terre sont absorbés en partie par le. OK, c'est vraiment plus précis. Mais ouais, OK, je comprends ton bug avec le dessin. Moi aussi, j'aime pas tant le dessin, mais en vrai, c'est que la nuit, les rayons vont être absorbés. Fait que dans le fond, la chaleur de ta troposphère va être absorbée par ton sol parce que ton sol veut rester chaud. Fait que là, c'est dans le fond, ça va, vu que ça enlève la chaleur, ben comme ça se refroidit. Je sais pas si c'est clair. Mais je comprends que le dessin, dans le fond, il y a comme pas tant rapport. Donc, c'est le sol qui absorbe la chaleur contenue dans l'atmosphère pour garder sa température, à peu près constante par rapport à la température qu'il avait pendant la journée? Ouais, un peu. Je peux te lire rapidement, là. Absorption du rayonnement terrestre, OK? Les rayons infrarouges réfléchis par la surface de la Terre sont absorbés en partie par le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère, comme l'indique la partie gauche de la figure 1, qui est un dessin. La quantité de chaleur ainsi produite diminue en fonction de l'altitude au fur et à mesure que le rayonnement est épuisé. S'il y a des nuages, il absorbe beaucoup de rayonnement terrestre et le renvoie à nouveau vers la Terre et dans l'espace. Une certaine quantité du rayonnement terrestre passe directement dans l'espace à travers la fenêtre et l'atmosphère elle-même. Ben, c'est pas. Et continue dans l'espace. Le rayonnement ascendant équilibre le rayonnement incident du Soleil de sorte que la température de la Terre reste à peu près constante. Ouais, c'est pas le rayonnement tant que ça en mode refroidissement, c'est juste le rayonnement en général que ça parle. Là. Je vais essayer de trouver une meilleure définition. Ah, refroidissement. Bon, OK. La troposphère est réchauffée à partir de la surface de la Terre par rayonnement terrestre et par conduction. Il en résulte que la température décroît normalement avec la suge qu'au niveau de la tropopause, cette baisse de température est naturelle. Attendez un peu, je vais lire, je vais vous expliquer. Excusez-moi, je suis vraiment comme. OK. La Terre se réchauffe tant qu'elle absorbe les rayons de soleil. Après la couchée de soleil, la surface terrestre continue à rayonner et sa température commence à baisser. D'autre part, l'atmosphère ne se refroidit pas de façon appréciable par le rayonnement après le coucher de soleil, car c'est un radiateur qui est peu efficace. Cependant, la couche d'air qui touche la Terre se refroidit en même temps que cette dernière par conduction. Fait que c'est vraiment ça que ça dit, OK? C'est que ton sol, il veut continuer à gagner sa chaleur, fait qu'il veut prendre des rayons, mais il n'y a plus le soleil, fait qu'il prend comme la chaleur de la Terre. Je sais pas si c'est plus clair. Je pense pas que ma lecture du texte a été plus claire, là. Mais c'est ça, OK? C'est vraiment que la nuit, après le coucher du soleil, ton sol veut encore prendre des rayons. Mais il n'y a plus de soleil. Fait qu'il prend la Terre. Ben, la troposphère, qui est la couche. Fait que c'est vraiment bas niveau, OK? Fait que c'est vraiment ce qui est direct, proche du sol. Mais je comprends que la photo est mélangeante. Euh... Fait que ça, je l'ai dit, évaporation, je pense que c'est correct. Ensuite, l'advection est un changement de température dans une masse d'air. Fait que tantôt, on parlait d'advection qui l'air passe, mettons, au-dessus d'une surface chaude puis se réchauffe, mais ça peut être aussi bon que l'air va passer au-dessus d'une surface froide, donc va perdre sa chaleur. Fait qu'il va se refroidir. OK? Fait que c'est un peu le même principe. OK? Advection, ça peut réchauffer ou refroidir. Il y a deux trucs pour réchauffement advection. Elle dit au fait que l'air se déplace au-dessus d'une surface en température différente. Euh, ça va pouvoir des fois favoriser la formation de brouillard, OK? Parce que si, mettons, c'est de l'air super humide qui va passer au-dessus d'une surface froide, ça va refroidir ton air. Donc, on se souvient que le point de rosée fait que pour atteindre la. Voyons.
j'ai oublié le terme, là, la saturation. Pour atteindre la saturation, il faut baisser la température. Fait que si ton air est super humide puis la température diminue, elle va pouvoir peut-être atteindre la saturation, donc faire un brouillard. Parce qu'un brouillard, c'est comme un nuage à basse altitude. Fait que ça, vous allez voir les brouillards, on va le voir. Je sais pas si on va le voir aujourd'hui, mais je pense pas. Le réchauffement par advection est l'inverse. Fait que là, dans le fond, c'est ce que je disais tantôt, là. C'est que ça peut se refroidir ou se réchauffer par advection. Good! Fait que, pour refroidir, on a rayonnement, qui est plus l'arrêt du rayonnement pendant la nuit. Évaporation, fait que c'est la perte de chaleur latente. Et par advection. Good! Fait que, ça, c'est la conclusion. Dans le fond, il faut que je vous rappelle que vous avez des examens à venir. Sachez-le. Je sais même pas c'est quoi vos examens. Là. Je sais pas s'ils parlent juste de l'examen final qui est genre en février. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, je sais que là, c'était comme quand même un gros cours avec beaucoup de matière. Fait que je vous donne une pause jusqu'à 8 heures pour faire ce que vous voulez. Si jamais vous avez des questions, là, je sais qu'il y a peut-être des affaires qui n'étaient pas tant claires. Vous avez vu, ça, c'était comme je lisais le PowerPoint un peu en même temps que vous. Là, mais si vous avez des questions, je vais rester proche de l'ordi pendant la pause. Fait que vous pouvez juste ouvrir le micro et je vais pouvoir répondre. Sinon, on se voit à 8 heures. Good. Fait qu'on va recommencer. Je vais juste vous repartager l'écran. Je viens de voir en fait dans le chat la question de Morera là, qui était pas. Dans le fond, son micro marchait pas. Tu m'as demandé c'est quoi Electron Density. Puis honnêtement, je sais pas si où que tu l'as vu dans le PowerPoint. J'ai checké rapidement. Je l'ai pas vu dans le PowerPoint. Les gens checké vite. Fait que si tu me dis à quel slide, mais sinon, honnêtement. J'ai jamais vu ça. Fait qu'en pilotage, puis j'en ai fait beaucoup, OK? J'ai checké tous les examens de la Ligue récemment, là, parce que, tu sais, j'ai aidé mes cadets et tout. OK, la première slide, je vais aller voir, mais honnêtement, c'est comme, c'est sûr c'est inutile. Genre, c'est, ben pas inutile, mais c'est sûr que vous n'avez pas besoin de savoir nécessairement. Mais j'ai quand même aller voir, mais comme, je sais pas, comme, je sais pas, honnêtement, je vais être capable de répondre, mais tu sais, si je suis pas capable, c'est pas tant important que ça. Mais je vais aller voir. Dans le fond, c'est dans ça, j'imagine. Je vois pas l'électron. Ah, là. Ça doit être en densité en électrons, honnêtement. Mais comme je sais pas plus que ça et c'est pas. Genre, c'est impossible d'aller ça en examen. Là. Genre, je vous dis tout de suite, là, j'ai. Genre, même en pilotage plus haut niveau, là, genre, c'est pas utile. Là. J'ai demandé tantôt à tes genre, c'est pas important. Là. Fait que je sais pas, honnêtement, là, si tu veux peut-être aller voir, mais c'est pas. Je vais pas m'attarder sur ça non plus. Là. Fait que, on va aller faire le deuxième PowerPoint. Est-ce que vous voyez mon écran? Je me souviens plus, je l'ai partagé. Non. Ah, my god, my bad. J'étais vraiment en train de vous montrer les trucs sur la slide, puis... OK, good. Fait que là... là. Fait que là, est-ce que c'est bon? Quelqu'un veut... Oui, c'est bon. On va votre Merci. PowerPoint. Good. Fait que le deuxième PowerPoint, un peu moins long que le premier, là, c'est la stabilité de l'air. Fait qu'on va voir tout ce qui a un rapport avec la stabilité. Fait que le gradient thermique vertical, que j'ai parlé tantôt, les changements de stabilité, les caractéristiques de l'air, l'air stable, l'air instable, à quoi ça ressemble, l'inversion de température, les couches, une couche isotherme, je vous ai expliqué tantôt, les facteurs ascendants, la subsidence qui est descendante, et les types de turbulences. Fait que c'est toutes des affaires qui ont rapport à la stabilité de l'air. Donc, premièrement, le gradient thermique vertical. Ça, je vous l'ai dit tantôt. C'est la vitesse à laquelle la température de l'air diminue avec l'altitude. C'est vraiment ça. Okay? Fait que c'est plus on est haut, plus ton air est froid. Si le gradient thermique vertical est plus élevé, ça veut dire que l'air est plus instable. Okay? Ce que je veux dire là-dedans, c'est que c'est plus ma température. Quand je dis un gradient, là, ben, je vous l'ai dit tantôt, là, c'est à quel point ça change. Fait que gradient de pression, gradient de température, ça revient au même. Là. Fait que plus le gradient est haut, OK? Peu importe de quoi qu'on parle, en fond, quand c'est pression, température, whatever, ça va faire que c'est moins stable parce que les changements vont être plus comme rapidement et tout. Fait qu'il va se passer comme plus de choses dans moins de distance, en fait. Fait que gradient thermique élevé va être
plus instable. Fait que si le gradient thermique devient plus abrupt, l'air devient plus instable, un air, bon, c'est ce que je viens de dire. Good. Désolé, je veux juste tasser votre. OK, good. Fait que le changement à la stabilité de l'air. Fait que la stabilité de masse d'air varie selon l'évolution du gradient. Fait que par exemple, le réchauffement en dessous des masses d'air, fait que si la masse d'air va se faire réchauffer, OK, donc que je parlais, mettons, de convection tantôt, que l'air chaud, le sol chaud met de l'air chaud, ton gradient va devenir plus élevé parce que ton air au sol va être chaud, puis l'air en haut est froid, on le sait. Fait qu'il va avoir un gradient encore plus haut parce que la différence de température va être plus importante. Donc là, ça va causer plus de turbulence. Ben, ouais. Fait que moins stable. La raison, c'est que je l'ai dit, l'air chaud monte. Fait que si l'air chaud est très, très chaud, puis l'air froid en haut est très, très froid, fait qu'il y a une plus grande différence, l'air va vouloir monter plus vite, fait que c'est beaucoup moins stable. Tu sais, une puff d'air qui monte super vite, ça fait que l'air est moins stable. Je sais pas si vous avez déjà fait un tour de planeur, mais ça arrive des fois, on le sent, là, une puff d'air chaud qui monte, là, ça, c'est pas stable. Puis c'est dû à un important gradient de température. Je suis plus capable de. OK. Good. Fait que les caractéristiques de l'air stable et l'air instable. OK, ça, c'est super important à savoir. C'est un petit tableau, là, puis, tu sais, mettons, souvent, il y a des gens qui vont dire, je vais l'apprendre par cœur, mais même pas besoin, là, c'est. Faut juste le comprendre, OK? Fait que le gradient thermique vertical, ça, c'est ce que je vous ai dit. L'air stable, fait dans le fond, si le gradient thermique vertical est faible, l'air va être plus stable, élevé va être plus instable. Ensuite de ça, les types de nuages, OK? Les types de nuages, quand on parle de stratiforme ou cumuliforme, OK? Fait que stratus, cumulus. Les stratus, c'est vraiment ceux qui sont plus comme effilochés sur le long, puis les cumulus, c'est comme les petites boules de watts, OK? Dans le fond, les petites boules de watts sont causées par des courants ascendants, OK? Fait que des courants convectifs, on va dire, c'est l'air chaud qui monte super vite. Fait que si c'est de l'air chaud qui monte vite, c'est moins stable, donc c'est les cumulus qui vont être là. Et stratus, c'est associé à de l'air super stable. OK? Les types de nuages, on va les voir dans un prochain PowerPoint. Puis je vais vous montrer les images et tout, mais les stratus, c'est de l'air stable, cumulus, air instable. Ensuite, les précipitations. Encore une fois, air instable, c'est des averses. Quand je disais des averses, c'est des grosses précipitations comme il arrête, il continue, il arrête, il continue. Fait que ça, c'est vraiment associé à de l'air instable. Puis quand c'est plus la petite bruine, la pluie en continu, ça, c'est de l'air stable. Ensuite, la visibilité. Fait que souvent, quand on parle d'air instable, on va parler de mauvaise météo, mais quand c'est la visibilité, c'est pas le cas. Okay? Je ne sais pas si vous me voyez physiquement, moi, en ce moment. Mais un petit truc là, pour ça, si vous mettez vos mains devant vos yeux comme ça, si vous ne me voyez pas, genre dites-moi là parce que je fais des mouvements en ce moment. Fait que si je mets mes mains devant mes yeux comme ça, c'est stable. Mes mains sont stables, ils ne bougent pas et je vois complètement rien. Si je mets mes mains devant mes yeux, puis je fais ça comme ça, je suis très capable de voir devant moi. Parce que mes mains bougent. Fait que mes mains sont moins stables. C'est le même principe avec des particules. S'il y a des petites particules dans l'air en suspension, super stables, ils ne bougeront pas, ils vont tout cacher votre visibilité. Mais s'ils bougent rapidement, vous allez être capable de voir. Donc, visibilité avec l'air stable est moins bonne qu'en air instable. Pour les vents, OK? Fait que l'air instable, c'est des rafales de vent. Fait que c'est c'est ça, c'est instable. Fait que c'est ça. Les plus grosses rafales, souvent, c'est des vents plus forts. Et l'air stable, je veux dire, ça va être des vents constants qui vont pouvoir changer. Mais quand on dit qu'ils changent en fonction de l'altitude, c'est que plus on est haut, plus les vents vont être forts. Ça, on va en reparler aussi. Fait que c'est ça. Fait que les vents, ils changent selon l'altitude, mais selon comme, tu sais, mettons, où que je suis en ce moment, si je ne bouge pas, mes vents vont être constants. Et finalement, la turbulence. Fait que dans le fond, ça le dit un peu dans le mot là, de la turbulence, l'air est stable. C'est des conditions de vol généralement bonnes, généralement calmes en fait. Et l'air instable, là, on va avoir des fortes turbulences. Fait que ça, ce tableau-là est à savoir. Puis honnêtement, il faut essayer de comprendre. Si quoi vous ne comprenez pas, en fait, vous me le direz parce que c'est important de tout comprendre. Maintenant, l'inversion de température. Quand on parle d'inversion de température, ça aussi, c'est une question, je pense, qui était à l'examen de l'année passée d'ailleurs. Je ne suis plus sûre, mais je pense que oui. Quand on dit inversion, c'est qu'il va faire plus froid en bas. OK? Donc, il va y avoir une couche d'air froid en bas d'une couche d'air chaud. Parce que souvent, on s'entend que plus on est bas, plus l'air est chaud. OK? Fait qu'en montant, l'air se refroidit. Une inversion, dans le fond, elle va être faite d'une nuit. On va souvent parler d'une nuit calme et claire. OK? Fait que dans le fond,
ça va être super calme, OK? Fait qu'il n'y aura pas de gros courants. Fait que l'air ne va pas se faire mélanger, mais l'air proche du sol va se faire refroidir. Parce qu'on se souvient à cause des différents trucs que j'ai parlé tantôt, mettons le rayonnement. L'air, en fait, proche du sol va être refroidi par rayonnement. Donc, va devenir plus froide que l'air qui est en haut. Puis, vu que l'air est stable, il n'y aura pas de. Genre, l'air ne va pas se mélanger. Donc, on va avoir une couche d'air froid en dessous. Fait que ça, c'est une inversion de température. Fait que la température de l'air augmente avec l'altitude. Okay? Fait que ça, c'est l'inverse de d'habitude. C'est une inversion. Fait que ça dit inverse, inversion. Le refroidissement de Neptune crée une inversion de température à quelques centaines de pieds au-dessus du sol qui peut produire un important cisaillement du vent. Des inversions peuvent également se former lorsque l'air froid est piégé dans une zone de basse altitude, telle que les vallées. Okay? Quand on parle de vallées, là, la raison, c'est que quand on va entre des montagnes, l'air va devoir comme se passer super vite, un peu comme un tube de venturi. Je sais pas si vous savez c'est quoi, là, mais elle va passer plus vite. Puis quand l'air va plus vite, elle va devenir plus froide, pression diminue et tout. Fait qu'elle va comme être prisonnière en dessous parce que l'air plus froid va comme vouloir rester en bas. Ça n'a pas tendance à monter comme de l'air chaud. Fait que c'est ça. Ça veut dire également lorsque l'air chaud est soulevé au-dessus de l'air froid en surface d'un front. Fait que, ouais, ça peut être aussi ça, un front. On va en parler plus tard, là, mais c'est là entre deux masses d'air. Fait qu'il va y avoir une masse d'air froid et une masse d'air chaud. Puis l'air froid va aller en haut. Fait que, comme ben, si, mettons, l'air chaud est soulevé. Ah oui, c'est ça, ma bad. J'ai dit l'air froid en haut, mais c'est l'air chaud qui va en haut, parce que l'air chaud est moins dense. Fait qu'il va en haut. Fait que là, il va y avoir de l'air froid en bas et de l'air chaud en haut. Puis quand je disais nécessite des conditions stables pour se former, c'est ce que je disais tantôt, là, c'est que si les conditions ne sont pas stables, l'air va se mélanger puis ça va comme tout se rééquilibrer. Fait que si c'est des conditions calmes, là, on va pouvoir avoir une inversion de température. Fait que c'est pas propice à du vol à voile. Quand on parle de vol à voile, c'est du planeur, dans le fond. Chaque nuit, on a signé fumé. OK. Fait que quand on parle d'inversion de température, on va souvent parler, dans le fond, c'est la température de l'air augmente avec l'altitude. Ça, c'est un truc à savoir. Puis, deuxième truc important qui vient souvent, c'est par nuit calme et claire. OK? Souvent, il y a des questions comme ça qui reviennent. OK? Fait que vous pouvez noter ça. Good. Fait que maintenant, les couches isothermes. Qu'est-ce que c'est une couche isotherme? C'est une couche d'air. Ça dit iso. Iso, c'est de même. OK? Fait comme un isogone, c'est de même. Isobare, c'est de même pression que je fais tantôt. Fait que isotherme, c'est même température. Fait que c'est une couche d'air dans laquelle la température est constante pour une certaine épaisseur. Fait que c'est clair, elle ne va pas diminuer avec l'altitude. Mais elle ne va pas non plus se réchauffer. Elle va juste rester constante. Ça, c'est une couche isotherme. Fait que les conditions peuvent être instables sous les couches isothermes et stables au-dessus. Non propices au vol à voile encore. OK? Fait que quand c'est pas l'air normal qui est à refroidi avec l'altitude, c'est pas propice à ce vol à voile. OK? Fait qu'une couche isotherme ou une inversion. Puis la raison, c'est que en planeur, en fait, quand on fait du planeur cadet, souvent, on n'utilise pas tant les thermiques, là, mais on va utiliser les mouvements convectifs. Fait que l'air chaud qui monte, nous, on va se mettre en haut de l'air chaud qui monte pour monter avec l'air. Fait que s'il n'y a pas l'air chaud en dessous qui va monter, là, on n'aura plus aucun comme agent de soulèvement qui va nous soulever. Fait que c'est vraiment comme pas propice. Fait que c'est pour ça. Fait que la couche isotherme, c'est que ça reste même température. Puis ça va souvent s'accompagner d'une brume sèche et les couches isothermes indiquent souvent une inversion. OK? Fait que c'est comme vraiment proche parce que si c'est. Ouais, c'est ça. OK, bon. OK. Les facteurs d'ascendance. OK? Fait qu'il y a 5 conditions principales qui sont propices au soulèvement de l'air. Fait que premièrement, la convection. Ça, c'est vraiment ce que je vous ai dit tantôt. L'air chaud va monter. Fait que c'est une méthode de réchauffement, mais c'est aussi une méthode, un facteur d'ascendance. OK? Fait que l'air qui est chaud, elle monte dans l'air. Fait que c'est des mouvements convectifs, donc vers le haut. Ça, c'est vraiment ce que j'ai expliqué tantôt. Je sais pas pourquoi il est écrit on appelle subsidence le mouvement de l'air vers le bas. Ben, c'est vrai, mais je sais pas pourquoi il est écrit là, parce qu'on va en parler plus tard. Fait que... l'air instable augmenterait le soulèvement. Puis. Bon, OK. L'ascendance orographique. Fait que l'air qui va se déplacer le long d'une pente, OK? Elle va comme vouloir continuer de monter. L'inertie, OK? On veut continuer notre mouvement. Fait que mon air, mettons, là, elle suit la Terre, la surface de la Terre, elle va en ligne droite. Mais là, elle arrive sur une montagne.
là, j'ai dit tantôt, l'air est mobile. C'est pas la montagne qui va se tasser, c'est l'air. Fait que l'air, elle va se mettre à aller vers le haut. Puis là, l'air, elle va vouloir continuer d'aller vers le haut. Fait qu'elle va comme continuer à monter. Et ça va faire de l'ascendance. Donc, quand on parle d'ascendance, c'est l'air qui monte. Lors de la rencontre de différentes masses d'air, l'air chaud est forcé de vers le haut. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle en fait un front. Ah, ben ça dit, l'ascendance frontale, c'est bon. Fait que l'ascendance frontale, c'est quand, dans le fond, un front, c'est deux masses d'air, fait qu'une masse d'air plus chaude et une masse d'air plus froide, qui vont se rencontrer. Quand que les deux masses d'air vont comme vouloir foncer une dans l'autre, l'air qui est chaud est moins dense, donc elle va monter et aller vers le haut. Je pense que j'ai un dessin ici. OK? Fait que ça, c'est un peu, on voit comme l'air chaud ici, l'air froid là. Fait que l'air chaud va monter en haut. Fait que l'air chaud avance sur une masse d'air froid qui se retire. Ensuite, l'air chaud s'élève au-dessus, puis va créer une pente douce. L'air chaud redescend, ascendant, se refroidit, se condense et forme des nuages avec des précipitations régulières. Fait que, il va y avoir des nuages. OK? On va le voir en fait en parlant de front. OK? Là, on doit vous expliquer un peu c'est quoi les fronts avec l'ascendance frontale, mais à un moment donné, vous allez sûrement avoir un cours où on va vous décrire vraiment mieux les fronts. Vous allez voir tout ça, mais en gros, l'air va vouloir monter sur l'air froid en faisant une pente, un peu comme ça. OK, fait que là, ici, c'est plus un front froid. OK? Fait que front chaud, front froid, dans le fond, un front chaud, un front froid, la pente va être plus abrupte parce que c'est l'air froid qui va comme poncer dans l'air chaud. Fait que là, elle va comme la pousser vers le haut plus rapidement. Puis là, il va y avoir des nuages plus convectifs, donc vont plus vers le haut parce que l'air va monter plus vite, fait qu'il va créer, ça va faire comme des mouvements ascendants. Fait que quand on parle de cumulus bourgeonaire, cumulonimbus, c'est les nuages qui vont mener dans le fond au cumulonimbus, qui est un nuage d'orage. Fait que ça, c'est des nuages plus à développement vertical. Fait que tantôt, quand je parlais des nuages plus épais, là, c'est ça que je parle. Good! Un autre facteur d'ascendance, c'est la turbulence. OK, la turbulence mécanique. Fait que j'ai parlé tantôt de turbulence mécanique qui va réchauffer l'air. Elle va aussi la faire monter, OK? C'est le frottement, dans le fond, entre l'air et le sol va faire certains tourbillons. Vous pouvez le voir dans mon petit dessin ici. Fait que là, c'est ça, ça va comme frotter le sol, puis là, ça va pogner certaines affaires sur le sol, puis l'air va comme commencer à faire des tourbillons, puis à monter. Fait que quand il y a des obstacles, dans le fond, c'est ce qui est écrit, un terrain irrégulier ou des obstacles artificiels produisent des tourbillons importants. Fait que c'est généralement comme quand même à bon niveau, ce facteur d'ascendance-là. Fait que, tu sais, les tourbillons ne vont pas aller monter super haut, mais s'il y a des vents de surface puis tout, là, ça va pouvoir comme les amener à monter plus en haut. Hop. C'est le fun que les titres s'en viennent après le texte. Fait que la convergence, maintenant. La convergence, qu'est-ce que c'est? Je sais pas si vous avez déjà vu ça, convergence, divergence. Convergence, c'est que tout veut aller vers le centre. OK? Fait que tout va se déplacer vers le centre. Fait que toute l'air va vouloir aller au même point. Par exemple, dans une basse pression, toute l'air veut aller dans la basse pression. Mais à un moment donné, le centre, il peut pas, il peut pas avoir toute l'air qui va là, donc elle va vouloir aller vers le haut. Fait comme tout va se merge dans le milieu, puis après ça, elle va commencer à aller vers le haut. Comme son nom l'indique, l'air converge au centre d'une zone de basse pression. Fait que le surplus d'air est forcé à s'élever. Fait que tout ce qui est comme de plus va aller vers le haut. Fait que là, ça va faire un courant ascendant. Cool. OK, l'air en subsidence maintenant. C'était ça qu'il y avait comme une phrase tout seul là-bas. Fait que ça, dans le fond, c'est l'air en subsidence, qu'est-ce que c'est? C'est de l'air qui descend et qui se réchauffe. OK? C'est quand on dit des anticyclones, OK? C'est dans le fond, une basse pression, on va l'appeler un cyclone, et une haute pression, on va l'appeler un anticyclone aussi. Fait que quand il y a un anticyclone, fait que c'est l'inverse, OK? La haute pression, il va y avoir plus de divergence. Fait qu'il y a de l'air qui va aller, qui va vouloir aller vers le bas. Fait que, OK, c'est ça. Fait que l'air va vouloir aller vers le bas, puis à l'inverse, tu sais, quand on disait que l'air qui monte apprend de l'expansion, ben, l'air qui descend va se compresser. Donc, l'air qui descend va se compresser et en se compressant, va augmenter sa température. Donc, c'est l'air qui descend et que la température augmente. C'est de l'air en subsidence. J'ai déjà eu cette question-là en examen de la Ligue. Fait que, ou juste, c'est vraiment la question, c'est qu'est-ce que l'air en subsidence, puis c'est l'air qui descend et se réchauffe, genre. Oups. OK. Maintenant, les types de turbulences.
Fait on parle encore de convection. Là, je pense que vous avez de plus en plus compris qu'est-ce que c'est. Puis on va aussi l'appeler turbulence thermique. OK? Fait que c'est la turbulence créée par l'air chaud qui monte. Fait que l'air chaud monte. Là, à un moment donné, si l'air chaud monte, il faut l'air comme qui était en haut avant qui va descendre pour aller remplacer l'air chaud. Fait que ça va faire des petits mouvements convectifs comme ça. Fait que c'est quand on dit ça se produit par temps chaud et ensoleillé, c'est parce que si c'est ensoleillé, mon soleil va frapper mon sol qui va aller réchauffer mon air de bas niveau. Donc, il va vouloir monter et faire des mouvements convectifs. Fait que les courants de convection isolés et en mouvement produisent la turbulence. Fait que ça brasse l'air un peu, pas, parce qu'il y a des mouvements dans l'air, donc ça fait la turbulence. Good. Maintenant, la turbulence mécanique. Fait que là, on parle encore que c'était appelé tourbillon. Fait que c'est vraiment le frottement entre l'air et le sol, OK? Fait que ça fait de la turbulence aussi. Fait que là... Fait que c'est vraiment... La turbulence mécanique, c'est associé au terrain, OK? C'est sur ton terrain, il y a des obstacles, whatever, qui va faire un frottement, dans le fond, puis ça va créer des tourbillons. C'est la turbulence mécanique. Ensuite, la turbulence orographique. Qu'est-ce que c'est orographique? Là, j'en ai parlé tantôt un peu. C'est avec les montagnes et tout. Fait qu'on va aussi entendre parler d'ondes orographiques, OK? Fait que c'est ton air, quand elle va monter une montagne, elle va comme... On peut s'attendre de la turbulence du côté du vent et au-dessus de la crête d'une montagne le long de la pente descendante. OK. C'est juste que je lis en même temps que vous expliquer. Là, fait que c'est ça. Fait que l'air, dans le fond, elle va monter en sur la montagne, puis là, à un moment donné, elle va comme vouloir continuer à monter, mais à un moment donné, elle va comme redescendre plus comme vite. OK? Fait que l'air qui descend la montagne, elle descend vite. C'est quand même dangereux. OK? C'est comme des mouvements d'air descendants rapides. Fait qu'il faut faire attention à ça. Puis il faut éviter les nuages de tourbillons et les forts courants descendants du côté soulevant de la montagne. Fait que le côté soulevant de la montagne, c'est si mettons la montagne est là, le vent arrive par là. Fait que ici, c'est mon côté soulevant. Puis c'est pour la raison, il faut éviter parce qu'on veut pas des gros courants qui te guident vers le bas, dans le fond. Puis les nuages de tourbillons, c'est dans le fond, c'est quand des fois on va voir des nuages un peu en capuchon là, au-dessus des montagnes ou pas nécessairement au-dessus d'une montagne. Fait que ça, on sait que tu as de l'air qui fait un peu comme ce mouvement-là. Okay? Parce que ces nuages-là vont être. On va voir complètement les nuages une autre fois, là, mais ça va comme nous donner un indice qu'il y a des courants verticaux, dans le fond. Ouais, vers le bas. Les ondes où la turbulence est la plus forte sont associées aux ondes orographiques. OK? Fait que c'est quand même de la grosse turbulence. Fait qu'il faut faire vraiment attention à ça. Fait que là, ça dit qu'on peut approcher la montagne à un angle de 45 degrés pour faire attention justement à ce type de turbulence-là. Good! Maintenant, cisaillement du vent. Le cisaillement du vent, qu'est-ce que c'est? C'est un changement drastique et important de la vitesse et la direction du vent. Fait que, je vais juste lire en même temps pour pas que les cisaillements du vent de Bonnebourg. OK, bon. Fait que dans le fond, simplement, c'est si, mettons, j'ai des vents super, super forts, puis là, à un moment donné, un exemple, OK, dans le fond, flagrant de cisaillement de vent, c'est que souvent, juste quand on est en aéronef, OK, en avion ou en planeur, whatever, moi, genre, je suis instructeur planeur, fait que je fais ça en planeur. Là, on a des forts vents qui arrivent, puis nous, on atterrit, il y a une forêt, OK? Mettons, moi, je fais du planeur vers le quartier, où il y a des gros arbres. Fait que là, moi, je suis en vol. Je descends, puis là, j'ai un gros vent. Puis là, à un moment donné, au moment que j'atteins la hauteur des arbres, le vent, il coupe drastiquement. Là, ça fait un gros, genre, moi, j'étais en glissant normal pour contrer mon vent, dans le fond. Puis là, il n'y a plus de vent. Fait que là, je suis toute positionnée pour contrer mon vent, fait que ça me tasse rapidement d'un côté. Ça, c'est du cisaillement de vent. Fait que si mon vent, il arrête soudainement, il accélère soudainement, il change de direction soudainement, c'est un cisaillement de vent, puis ça peut être assez dangereux. Le cisaillement du vent est dans les bas niveaux, est associé à des orages. C'est produit en raison des fronts et des rafales descendantes. Mais il y a aussi dans le fond, du cisaillement dans les hauts niveaux. Puis c'est la principale cause. OK? Le cisaillement de vent, c'est la principale cause
de turbulence dans les hauts niveaux. Dans les bas niveaux, on a notre orographique, mais dans les hauts niveaux, le vent orographique, il n'y a comme aucun rapport parce qu'en haut de la montagne, tu n'as plus tant d'air qui va vers le bas. Good! Fait que c'est déjà tout dans le fond pour ce cours-là, mais j'ai quand même beaucoup de questions de confirmation. Fait que si vous voulez, c'est vraiment le fun que vous participiez. Donc, je vais vous lire les questions, puis faites juste premier qui active son micro dans le fond parce que je vois pas tant les mains qui se lèvent. Laquelle des deux situations donnerait l'environnement le plus stable? Une surface plus chaude ou une surface plus froide en dessous de l'air? Fait que là, on parle vraiment du sol, OK? Fait que si le sol est plus chaud ou si le sol est plus froid. Oui, Provencher. Finalement, j'ai vu les mains qui se lèvent. Ben, je dirais si le sol est plus froid. Si le sol est plus froid, super. Est-ce que vous êtes capable de skip pourquoi? C'est la bonne réponse, mais pourquoi? Ben, comme ça, il n'y aura pas d'air chaud qui va créer des turbulences en montant, puis ça va être plus stable. Super. Fait qu'on peut dire aussi que le gradient thermique vertical va être plus faible un peu. Fait que si le gradient est plus fort, là, ça va avoir plus de turbulence. Mais fait que dans le fond, c'est exactement la réponse que je voulais. Fait que good job. Que désigne le terme tourbillon et où se produit-il habituellement? Est-ce qu'il y a un veut essayer? Oui, Berthelot. Je dirais que c'est quand il y a un mélange d'air chaud et d'air froid, mais je suis vraiment pas sûre. OK. Le tourbillon, ben, c'est vraiment un bon essai, là, mais le tourbillon, quand on parle de tourbillon, c'est dans ce cas, dans ce cours-là, -là, c'est vraiment quand on parle de turbulence mécanique. Fait que c'est le frottement. Fait que dans le fond, ça se produit proche du sol, puis c'est le frottement entre l'air et le sol qui vont faire les tourbillons. Ça, c'est les tourbillons de turbulence mécanique, dans le fond, là, parce qu'il y a d'autres tourbillons qu'on va voir en aviation aussi. Là. Prochaine question. Qu'indique un gradient thermique vertical élevé? Mettons sur la stabilité de l'air. Là. Oui, Oud. Je dirais que c'est que l'air est instable. Oui. Super. Fait que oui, ça va faire un gradient thermique vertical élevé, va faire l'air moins stable. Puis là, ça va créer toutes les conditions que j'ai décrites tantôt dans le petit tableau que vous devez savoir. Qu'est-ce que la subsidence? Bon, j'avais dit que c'est une question d'examen que j'ai eue. Fait que. Oui, Berthelot. C'est quand on a de l'air chaud qui descend et donc baisse en pression et baisse en température. Good. Dans le fond, c'est. Quand vous avez dit baisse en température, dans le fond, il augmente en température. Il ne bouge pas. Il descend, donc il va se compresser et augmenter sa température. Mais c'était un super bon début, là. Fait que c'est vraiment. Faut juste savoir qu'il devient plus chaud en descendant. Mais c'est vrai que c'est l'air qui descend. Qui va se compresser. Est-ce que quelqu'un veut me décrire les 5 facteurs d'ascendance? Il y en a quand même beaucoup, là. Peut-être on peut en essayer comme un à la fois. Là. Oui, Berthelot encore. La convection, Ouais, convection, super. Fait que si on se souvient, c'est l'air chaud qui veut monter. Est-ce que vous en avez un autre? l'ascendance orographique, Oui, super. l'ascendance frontale, Ouais, la turbulence mécanique oui, et la convergence. oui, super. J'ai comme bugué, mais oui, c'est exactement ça. Fait que super. Et est-ce qu'il me reste. Il me reste. Les convergences convergent vers le centre de quel type de pression? Fait quand on parle de convergence, c'est les basses ou les hautes pressions? Oui, Berthelot encore? De la haute pression vers la basse pression. Oui. Fait quand on parle de convergence, c'est vers la basse pression. Puis quand c'est la haute pression, c'est comment qu'on appellerait ça? L'air qui quitte un peu le centre. Et vous capable de répondre? Oud? C'est pas de la divergence? Oui, ce serait la divergence. Je l'ai mentionné vraiment rapidement, là, ça faisait pas tant partie du PowerPoint, mais c'est quand même à savoir. Là. Fait que divergence, les hautes pressions vont diverger, puis les basses pressions vont converger. Fait que diverger, c'est que tout s'éloigne de toi, puis converger, c'est que tout va vers toi, dans le fond. Le réchauffement par en dessous provoque quoi? OK, moi je comprends. Fait que qu'est-ce que ça va faire si le bas niveau est réchauffé, en fait? Pas important, c'est une question d'examen qui revient souvent. Elle n'est pas formulée comme ça d'habitude, mais.
OK, mettons, je vous aide, là, le réchauffement par en dessous, ça va faire que l'air plus bas va être plus chaude. Ouais, Berthelot? Ça va causer de la convection, donc un air moins stable. Exactement. C'est ça. Fait que, ouais. Qu'est-ce que la couche isotherme? Qu'est-ce qu'une couche isotherme, en fait? Oui, c'est encore Berthelot. Une couche où la température est uniforme, Yes. peu importe l'altitude. Ouais, super. Ça va être sur une certaine épaisseur donnée, fait qu'une certaine, comme, un range d'altitude donné aussi, là. Ça sera pas comme pendant 1000 pieds de haut non plus. En fait, oui, peut-être 1000 pieds, là. Pas pendant 100 000 pieds de haut, en fait. Pour quelle raison les pilotes doivent-ils se méfier des ondes de turbulence? Je l'ai pas mentionné, mais je pense que j'ai mentionné un peu, là. Ouais, Oud. Est-ce que ce sera à cause des forts courants ascendants et descendants? Ouais, c'est vraiment ça, dans le fond, c'est que. Puis même des vents, dans le fond, là, c'est plus c'est turbulent, tu vas avoir toutes sortes de vents. Quand on parle des cisaillements de vent, ça peut être vraiment dangereux. Fait que cisaillement, c'est que, mettons, tu as une certaine vitesse parce que tu as un vent de face, mais ton vent coupe direct, tu vas perdre toute ta vitesse, tu vas pouvoir décrocher, mettons. Ou encore, tu as un vent de côté, tu vas corriger pour le vent, il arrête soudainement, si tu es en finale, ça peut être dangereux. Courant ascendant, descendant, même principe. Tu veux garder une certaine altitude, puis tu as quelque chose qui te monte vraiment soudainement ou qui te descend vraiment soudainement. Si t'es proche du sol, ça peut être vraiment dangereux. Fait que c'est un peu tout ça ensemble. Fait que c'est les courants d'air dans toutes les directions qui sont dangereux. Puis là, tu sais, je dis dangereux, mais faut que ce soit vraiment la grosse turbulence, que ce soit dangereux. Là. Inquiétez-vous pas, là. Vous allez faire votre cours et vous allez savoir comment gérer de la turbulence. Le pilote d'un planeur survole un secteur à 2000 pieds AGL et voit une couche de brume sèche à 200 pieds. 200 pieds plus haut. Qu'est-ce que cela signifie? On l'a vu tantôt, je ne peux vous dire n'importe quoi, fait que je vais retourner. Ah oui, Berthelot, est-ce que vous l'avez? Vous l'avez sûrement noté. Oui. Donc, en dessous les couches isothermes, on a souvent une brume sèche. Good. Fait que c'est ça. Ça va être ça. Super. Fait que là, je viens de voir dans le fond que dans le fond, c'est fini. Fait qu'est-ce que si vous aviez des questions pour le PowerPoint ou l'autre d'avant, en fait. Attendez, je vais arrêter le partage. Est-ce que vous aviez n'importe quelle question? Ou bon, je vois que Morérage, dans le fond, c'était correct là, pour l'électrodensité. Là. Honnêtement, je sais pas plus que ça. Là. Vous pourriez aller chercher, mais je vous garantis que ça ne sera jamais une question d'examen. Là. S'il y a une question d'examen, vous m'écrirez et vous ferez vraiment pas cher après moi, mais ça n'arrivera pas. Fait que, c'est bon. Fait que si vous n'avez pas de questions, là, je vais pas vous laisser y aller. Je vais rester jusqu'à temps que la dernière personne se déconnecte. Fait que si jamais il y a des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez rester là, pas de stress.